Salut Urban, Salut Ulrich, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va très très bien, j'ai très très hâte qu'on fasse ces discussions ensemble là, ce matin là, parce que on a eu l'occasion de déjà discuter préalablement, quoi, il y a une semaine ensemble Ouais, sur, c'est ça. Ouais. ouais, on a passé je pense 45 minutes au téléphone et c'était vraiment passionnant là, tout ce qu'on a pu aborder comme sujet, donc j'ai vraiment hâte là qu'on commence ensemble ce podcast parce que va y avoir je pense du lourd en contenu quoi. Et Ouais, ouais, je pense aussi. Et Bah écoute, avant, merci, hein. ouais, bah écoute, bah de rien, surtout merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Parce que je crois que c'est la première fois que tu fais comme ça un podcast. Sous ce format-là, oui. Ouais, donc en mode de discussion, donc ça va être génial, ça va permettre à la communauté de te découvrir bah, en fait te découvrir tout simplement en mode de discussion sous un nouvel angle et Pour vraiment certains, ouais, ouais, sans doute. en abordant plein de sujets. Et justement, avant qu'on plonge dans le cœur des sujets, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas? Alors, me présenter, oui, bah Urban Tech, hein, c'est un pseudonyme hein, que je m'étais attribué il y a longtemps sur Twitter et maintenant, bon, bah, je suis plus ou moins pris dedans, donc on m'appelle Urban, tout simplement. Et j'ai commencé un podcast, en fait, à la fin 2023, où je traite de sujets historiques autour de Bitcoin principalement, préhistoriques également. C'est à peu près tout. Donc voilà, j'en suis jusque-là aujourd'hui en 2025. J'ai déjà fait 21 épisodes et ça marche pas mal. Ça a été bien reçu, ça a été bien compris. Je craignais un petit peu le contraire et non, en fait, ça s'est très bien passé. Bah, j'en suis très content et j'en profite pour remercier d'ailleurs tous ceux qui ont apprécié et qui m'ont soutenu. Ouais, là, c'est vrai que c'est vraiment génial ce que t'as pu réussir à faire avec ton podcast, hein. On va en Merci. parler, hein, de toute façon de Enigma Nakamoto, ton émission, ton podcast que t'as sur Spotify, parce que en effet, c'est un podcast qui est vraiment génial parce que il reprend vraiment l'histoire, là, comme tu dis, la préhistoire de Bitcoin, tout ce qu'il y a pu y avoir autour du mouvement cypherpunk, sur toutes les idées même préconçues qu'on pourrait attacher à Bitcoin, tout le mystère autour de Satoshi Nakamoto, c'est vraiment passionnant. C'est un contenu qu'on a énormément de chance, je pense, d'avoir ça dans la communauté francophone, parce que c'est pas, on en parlait justement avant de commencer l'enregistrement, c'est pas forcément un contenu qui est disponible côté anglophone. Donc là, pour une fois, on a un peu, grâce à toi, une longueur d'avance sur eux. C'est on a ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, 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 je suis d'accord qu'il y a, il y a peut-être, on a fait un pas en avant, on va dire, du côté des historiens francophones, enfin si on peut se qualifier comme ça. Et je rajouterais Ludovic Lars, hein, qui a fait un travail énorme dans le domaine, qui a commencé avant moi hein, d'ailleurs sur ça. On n'a pas approfondi dans les mêmes domaines, c'est ce qui nous a permis d'être complémentaires quand même par rapport aux résultats de ce qu'on fait. Et c'est vrai que désormais il y a un récit qui est assez large et un contenu qui est vraiment important concernant Bitcoin, Satoshi Nakamoto du point de vue historique dans le domaine francophone. Et l'audience francophone a peut-être un contenu plus riche que l'audience anglophone, ouais, totalement, ça où c'est ça clair. reste, ça reste assez sur les idées préconçues, acquises qu'on retrouve principalement dans les médias crypto en général, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que eux, on va dire côté anglophone, ils vont en quelque sorte vraiment rester un peu à la surface de cette question-là. Il y a bon, ils ont quand même des grands noms, hein, côté anglophone où ils connaissent aussi très très bien cette période-là, hein. Forcément, quand t'as des Adam Back, des Peter Todd, ce genre de personnages qui sont là depuis très très longtemps, c'est une période de l'histoire, la préhistoire de Bitcoin qu'ils connaissent parfaitement. Mais c'est vrai qu'en général, pour la communauté anglophone, il y a pas, ils ont pas ce genre de contenu, comme tu fais très bien, brosser vraiment tout ce pan assez méconnu en fait de Bitcoin, quoi. Et ça, c'est en effet, t'as raison aussi de rappeler Ludovic Lars qui lui fait un travail aussi qui est assez génial de ce côté-là. Et toi et lui, vous deux, bah on a nous énormément de chance côté francophone de vous avoir parce que vous avez des connaissances qui sont assez hallucinantes sur le sujet. Et ça c'est vraiment génial, quoi. Et d'ailleurs, si tu plonges vraiment dans Satoshi Nakamoto, dans le mouvement cypherpunk, première question que je pourrais te poser, c'est alors comment ça t'est venu et comment est-ce que t'as pu, comment t'as fait en fait pour, t'as fouillé Beacon Talk,
t'as rassemblé comme ça, t'as fait ton travail de souris, quoi, entre guillemets, de rat bibliothèque, t'as vraiment, Ouais, 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 c'est à peu près ça et c'est en vérifiant, en fait. en vérifiant, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, avant, j'étais exactement sur, les théories qu'on me proposait, moi aussi, j'étais convaincu que Satoshi était un cypherpunk, que c'était lié forcément à ce mouvement et beaucoup d'autres choses autour, qui sont des idées préconçues par rapport à ça. Et quand je me suis rendu compte en fait que le profil de Satoshi était toujours consultable sur Bitcoin Talk, c'est là que j'ai décidé d'aller fouiller un peu plus. Dans un premier temps, je suis tombé sur des posts à lui parce il a beaucoup de posts qui sont techniques en fait et qui me dépassent un petit peu ou qui m'intéresseraient pas forcément. Mais il a certains posts où il a des expressions, des explications qui rentrent dans des domaines un peu plus généraux quoi. Et c'est ces postes-là qui m'ont vraiment impressionné. Et j'ai vu rapidement une façon de s'exprimer, une façon de faire qui était assez intéressante, quoi, en tout cas. C'est vrai que comme tu le dis d'ailleurs très bien dans quelques-uns de tes épisodes, je crois dans les 5-6 premiers, c'est vrai qu'il y a toute la question sur Satoshi, si c'est un peu en fait, la question, c'est d'où vient ce mec? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui était, déjà présent, qui était déjà actif dans le mouvement cypherpunk, dans ce milieu-là, dans le milieu cryptographique et du coup qui aurait caché son identité pour justement ensuite lancer Bitcoin? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui serait vraiment extérieur à ce milieu-là et qui serait venu, voilà, de manière un peu exogène, apporter, sa grosse contribution à tout ça? Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. donc c'est assez génial, je pense, ces théories. On va en parler, mais juste avant vraiment de parler de Satoshi, de qui il peut être en quelque sorte, de où il vient, quelle est un peu sa vision, son intelligence. Il y a, et ça tu t'en parles très très bien dans ton podcast. Tout ça, ça s'inscrit dans une continuité. Dans une continuité qui est la mailing list, Cypherpunk qui est déjà active depuis les années 90, hein, tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Ouais, Et, ouais. euh, et ça, c'est vraiment le côté aussi qui est passionnant dans le travail que tu as pu faire, c'est que tu t'es pas concentré uniquement sur Bitcoin, sur Satoshi Nakamoto, sur les premières années du protocole. Tu t'es aussi intéressé à tout l'avant, c'est-à-dire toute la préhistoire de la cryptographie, Ouais. des monnaies numériques. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça, c'est quelque chose que les bitcoiners, alors certains le connaissent bien, d'autres le connaissent moins. C'est toute la préhistoire de Bitcoin, le e-cash, Adam Back, tout ça en fait. Est-ce qu'on peut prendre ouais, quelques minutes pour que tu nous fasses un petit récap rapide de tout ça parce que je trouve ça aussi, moi, très passionnant. Ouais, bien sûr. En fait, ce lien, c'est ce que tu as expliqué, que tout ce qu'il y avait avant, la liste des cypherpunk et autres, c'est justement ce que je considère maintenant un peu comme le récit de surface. Et en approfondissant, je me suis rendu compte que c'était un peu différent. Notamment quand j'ai commencé à lire les archives de la cryptographie milléniste, qui est la liste où Satoshi a posté son papier. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette liste, à son propriétaire, Perry Metzger, aux participants qu'il y a eu. J'ai lu tout le fil de discussion également du post du white paper. Et là, je me suis rendu compte que c'était complètement différent de ce que je pensais. Notamment dans le fait que dans les discussions, Bitcoin n'a pas été bien accueilli sur cette liste-là. Et on a émis beaucoup de doutes, on a essayé de la valider. Voilà, c'était plutôt dans cette optique-là. Après, c'était vraiment, ouais, c'est une niche très confidentielle. Il y a que des personnes qui s'y connaissent dans leur domaine. Et là, tout d'un coup, on peut comprendre un gars qui débarque de nulle part, personne ne le connaît, et qui vient proposer la solution comme ça, tout d'un coup. C'était difficile à admettre que c'est comme ça quelqu'un qui débarque et qui va résoudre le problème. Donc ça n'a pas été très bien accueilli et puis à la fin il a été aidé par deux personnes, Alfini et Ray Dillinger et c'est à peu près tout. Le fil de discussion a été clôturé même par Perry Metzger, ça l'intéressait pas et il a reposté après pour annoncer la publication de la V1 du logiciel et avec le lien de téléchargement, voilà, et ça a été téléchargé par trois personnes, je crois, de la liste en question. Et donc voilà, déjà
c'était complètement différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre Mmh. et ça allait pas du tout dans le même sens. Mmh. Donc j'ai continué à fouiller un petit peu dans ce domaine-là et jusqu'à me rendre compte, bah, que cette cryptographie méléniste, en fait, ce ne sont pas des cypherpunks comme on dit et c'est là que j'ai découvert le courant extropien, qui est justement le courant de pensée auquel ils appartiennent majoritairement. C'est dur à dire parce que on n'a pas d'accès administratif sur la cryptographie méléniste, tu peux pas savoir exactement combien il y a de participants. Ouais. Et tu te réfères par rapport au nom qu'il y a sur les posts, les réponses et ainsi de suite. C'est ça c'est ton indicateur en quelque sorte. Mmh. Et tu retrouves certes des participants de la liste cypherpunk des années 90, hein, comme Perry Metzger lui-même, comme Al Finney également, comme John Gilmore qui était sur cette liste aussi. Mais c'est pas une liste cypherpunk à proprement dit, et il existait d'autres listes à côté qu'on peut qualifier de cypherpunk justement. Où là on retrouve les anciens participants de la liste, on retrouve Jim Cho, Tigor Chudov, Jim Bell, Greg Pemp, on retrouve tous les anciens de la liste, Ouais. Tin May aussi qui a pas mal communiqué sur ces listes cypherpunk. Mais ça n'est pas la cryptographie méliniste. Et les deux d'ailleurs n'étaient pas en très bon accord D'accord. d'après ce que j'avais pu comprendre en tout cas par rapport à pas mal de messages sur la liste où il y avait pas mal de critiques qui étaient émises d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça m'a poussé à vouloir en savoir plus et puis bah, j'ai décidé de remonter encore un peu plus à la source et ça m'a ramené à l'origine des extropiens, l'origine des cypherpunks et avant eux encore même les high-tech Hayekans. Ouais. Et ces trois grands groupes en fait forment ce qu'on appelle les techno-libertariens. D'accord. Et justement, avant de parler des techno-libertariens, juste vraiment de manière très très rapide, si on veut donner par exemple une définition de ce que peut être un cypherpunk, un estropien, par exemple un estropien, c'est en opposition à entropie, tout simplement. Alors si tu me corriges hein, si j'ai des bêtises, mais c'est un mouvement qui va essayer Ouais, de, ouais, c'est ça. c'est un mouvement voilà qui va essayer vraiment de faire passer l'humain dans une autre dimension grâce à la technologie. Je pense que c'est à peu près ça. Tu me corriges. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, donc tu as le mouvement extropien, donc on pourra en parler un tout petit peu si tu veux pour essayer de savoir à quoi ça correspond pour ceux qui écoutent. Hein. Et après, tu as les cypherpunks. Et les cypherpunks, justement, eux, c'est tout un mouvement qui est super intéressant parce que c'est justement ces personnes qui vont essayer d'utiliser la cryptographie, la technologie pour devenir en fait beaucoup plus résilients, autonomes, bah, face par exemple à l'État, à ce genre d'organisation centralisée. Et tu vas voir en fait ces deux mouvements-là qui sont un peu dans l'orbite bah, de tout ce qui va entourer les premiers temps de la mise en place d'une monnaie numérique qui pourrait permettre justement de devenir plus résilient et autonome Ouais, ouais. dans le monde. Quoi. Là déjà à ce niveau, je te corrigerai un petit peu Ouais, sur le fait que la mise en place d'une monnaie numérique. ouais. Par exemple, si tu prends l'origine de la liste des cypherpunks et des extropiens, donc 91-92, Mhm. à cette époque-là, c'était pas l'idée de faire une monnaie numérique pour eux, en tout cas. D'accord. C'était des personnages comme David Chaum, parallèlement, qui étaient vraiment concentrés sur ça. Et David Chaum, lui, n'a rien à voir avec la liste des cypherpunks. Il n'a jamais participé, il n'a jamais été vu sur la liste des... Enfin, ce n'est pas un cypherpunk. D'accord. Donc, c'est des travaux parallèles. Et c'est la même chose après pour tous les protocoles de monnaie numérique qui ont eu lieu. Donc là, c'était plus à la fin des années 90, parce que le eCash, lui, a été théorisé en 82. DigiCash, qui est la société qui est en charge du eCash, a été faite en 89. Mhm. Et le eCash a été déployé en 94. Donc déjà, ça a mis plus d'une décennie pour être fait. C'est pendant cette période-là que les mouvements techno-libertariens se sont vraiment développés. En tout cas, ils ont mis en place leur liste, ils ont commencé à avoir des participants d'un peu partout. Et c'était complètement en fait séparé de ce que faisait David Chaum avec DigiCash à côté. Ça avait rien à voir. Donc voilà, c'était pas leurs travaux. La liste Cypherpunk, les évolutions qu'on a pu faire dessus, c'est surtout concernant les remailers.
les remailers et là vraiment il y a eu des avancées et c'est suite à tous ces travaux quand même, enfin en partie, que dans les années 2000, on a pu voir l'émergence après des réseaux peer-to-peer de partage de fichiers notamment, comme BitTorrent, Emu, Lidonkey pour ceux qu'on connu. Mhm. Et c'était la suite vraiment de ce qui se passait déjà avec les remailers, les listes de diffusion. Et c'est sur ces domaines-là qu'ils ont principalement travaillé, en tout cas les cypherpunks. Il D'accord. y a eu ces propositions d'extropiens, comme le Bimoni de Weidai, le BitGold de Nexabo par la suite, hein, et le Airpo de Hal Finney. D'accord. Mais ce sont, bah, comme je l'explique dans les podcasts, justement, ce sont des protocoles qui sont restés à l'état théorique et ils sont même pas considérés comme des papiers, à l'exception du Airpo de Hal Finney, qui lui, je pense, avait abouti, d'après ce que j'ai cru comprendre, à au moins un premier client, D'accord. mais qui n'a pas été publié apparemment. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est difficile, c'est des événements dont il est difficile de trouver des informations, des sources, des travaux qui ont été faits dessus et autres. Mhm. Et t'en as, d'ailleurs, parmi ces projets-là, t'en as certains qui ont été cités par Satoshi lui-même dans son white paper, hein, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, un, quoi. Le Bimoni Ah, le Dwaidai, hein. Bimoné, ok, yes. Et ça, c'est pareil, si tu te penches sur le contexte dans lequel, justement, bah, Weidai s'est retrouvé dans le white paper, ça interroge encore dans le même sens, et si tu veux, on pourra en reparler plus tard, quoi. Ouais, justement, parce que vraiment, avant de sauter dans le sujet Enigma Nakamoto, enfin, Satoshi Nakamoto, comment dire, il y a eu plusieurs tentatives, on pourrait dire, voilà, de mise en place de protocoles de monnaie numérique par plusieurs personnes qui sont d'ailleurs Ouais, ouais. toujours bien présentes aujourd'hui dans la communauté. Et, et après, donc, fin année 2000, tu vas avoir tu vas avoir un gars, donc Satoshi Nakamoto, qui va arriver et qui va, bon, je fais ça de manière très synthétique, hein, qui va arriver et qui va Vas-y. résoudre plusieurs gros problèmes qu'ont pas su résoudre justement les protocoles précédents. Donc la double dépense, ce genre de choses. Et est-ce que tu peux justement expliquer en quoi en quoi Satoshi en fait a tout simplement réussi dès 2009 à plier un peu le game, quoi. Qu'est-ce qu'il a réussi à résoudre, ce que les autres n'ont pas réussi à faire, et comment ça fait que Bitcoin aujourd'hui est toujours présent, quoi. Ouais, alors, Vaste ouais, sujet, ouais. si je me base sur ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit lui-même, euh, bah, c'est l'élimination de la confiance, Ouais. qui est vraiment le point principal qui fait fonctionner Bitcoin. Mhm. Et enlever l'homme du milieu, enlever la décision de l'homme concernant les décisions techniques et notamment concernant la politique monétaire. Ouais. Donc voilà, c'est des questions importantes. Qui est en charge des décisions concernant le flux monétaire? Ouais. Qui décide des assouplissements, des expansions de la masse monétaire? Et c'est ça en fait qu'il a éliminé et qu'il a en quelque sorte automatisé. Et à partir de là, bah, t'as comme c'est Seb Dinamous qui dit ça comme ça et j'avais bien aimé en disant que Bitcoin c'est un banquier central automatisé. Et t'as un consensus qui est là. Et si t'es d'accord avec ce consensus, bah tu peux utiliser Bitcoin. Ouais, totalement, ouais. Tu peux même participer à Bitcoin. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais ce qu'il a fallu pour ça, en fait, c'est qu'à aucun moment il ne pense à se payer ou à en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Ouais. Forcément, il savait depuis le début que ça, tout le travail qui devrait être fourni pour faire Bitcoin, ça va être de sa poche en quelque sorte. Hmm. Et bah, il faudra absolument rien intégrer où l'homme ne peut décider quoi que ce soit, y compris lui. Ouais, totalement. Ouais. Ça, c'est génial parce que je pense qu'on peut faire une petite parenthèse là-dessus parce que, comme tu dis, Bitcoin, quand tu cites Safedine Amos qui dit que c'est un banquier central automatisé. Et c'est vrai que Bitcoin, il est génial par rapport à ça. Enfin, le protocole, c'est qu'il va y avoir ce qu'on va appeler la control supply, donc l'offre contrôlée.
dont l'émission va tout simplement suivre un rythme qui est prévisible en fait. Donc que ce soit les blocs toutes les 10 minutes ou les halvings tous les 4 ans, t'as de manière comme ça totalement contrôlée au sein même du protocole une émission que tout le monde peut prévoir en fait sur l'avenir. Et ça c'est assez génial. Tout à fait, ouais. Et c'est même très révolutionnaire, quoi, parce que d'un point de vue purement inflationniste, on sait à quoi s'attendre dans les années, dans les mois, dans les décennies, voire même dans le siècle qui arrive. Donc ça, c'est vraiment génial d'un point de vue monétaire, même d'ailleurs d'un point de vue purement temps. C'est révolutionnaire aussi. On pourra peut-être en parler hein, si on a un peu de temps tout à l'heure de la vision du temps et de Bitcoin, parce que ça c'est Ouais, ouais, ouais. et en effet, le fait de ne pas contrôler l'émission monétaire, bah, c'est révolutionnaire. Ça permet voilà, de reprendre un peu le contrôle sur la monnaie, sur ce qu'est la monnaie, ce qu'elle peut permettre pour les individus. Quoi. Donc ça, c'est... Ouais, ouais, complètement. Il a en quelque sorte reposé les bases d'une monnaie saine et d'une monnaie qui fonctionne et d'une monnaie bah, qui a été faite de manière désintéressée, on va dire. Et ça, c'est un des points les plus importants pour moi. La renonciation qu'il a fait pour déjà par rapport à la fortune qu'il a accumulée, hein, maintenant on peut l'appeler comme ça, Hmm. et la célébrité qu'il aurait pu obtenir par rapport à ça aussi également. Ouais, totalement, ouais. Et ça a été un point. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est très important pour le bon fonctionnement de Bitcoin. Ouais, justement, essayer de créer la bonne incitation, c'est-à-dire que tout le monde participe au réseau qui est quelque chose justement à gagner, donc pour un peu valoriser les bons comportements plutôt que les mauvais. Comme tu dis, c'est vrai que Satoshi lui-même, il a fait tourner le protocole pendant quoi, plusieurs semaines, plusieurs mois seul, avant qu'il soit rejoint par deux autres personnes. Seul, il a toujours été accompagné, mais ils étaient trois au maximum dans les premiers mois et ça C'est ça. s'alternait. Les deux premiers ont arrêté, je crois, 2 mois après quoi, dont Alfini justement. Hmm. Alors quand je dis seul, c'est vrai qu'en fait, Ouais, ouais, non, ils étaient deux à des moments, trois et ouais. Et dans le côté seul, t'as le côté en fait où Satoshi, en termes de puissance de calcul, il représentait plus de 51% pendant les premiers ouais, mois ouais, de... ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et il faut attendre plusieurs mois après le lancement pour que justement ça soit plus le cas, quoi. Ah ouais, mais il était à à 2 tiers du hash rate. Ça a graduellement baissé en fait au fil de l'année 2009 Ouais. jusqu'à octobre 2009 si je me souviens bien où il est passé en dessous des 50% même. Et du coup, le bloc Genesis block, hein, lui, c'est le janvier 2009, hein. Ouais, voilà, ouais. Mais c'était octobre 2009, il est passé en dessous des 50% justement. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et ça, tout au long des mois, ça a baissé graduellement et il y avait des petits blocs qui apparaissaient aussi partout, des personnes qui minaient de façon ponctuelle. Mhm. Mais les mineurs en continu, il y avait que lui, Dustin Trammell et Marty Malmy qui étaient là, quoi. D'accord, mais ça c'est passionnant parce que quand tu prends les tout premiers temps de Bitcoin entre les premiers fils de discussion qu'on t'est postés par lui, qu'on t'est ensuite fermé avec tout. D'ailleurs, Ouais, ouais, t'en ouais. parles très bien dans tes podcasts avec dans les premiers fils de discussion, il y avait aussi beaucoup de scepticisme de la part des autres intervenants qui relevaient bah, les potentiels problèmes qu'il pouvait y avoir et en fait d'ailleurs qui sont toujours un peu les problèmes dont on parle aujourd'hui, enfin les détracteurs de Bitcoin dont on parle aujourd'hui. Et au final, Satoshi, dès le début, il bottait en touche un peu ces potentiels problèmes. Et c'est assez intéressant de voir que dès le début, en fait, on a toujours à peu près ces mêmes questionnements sur Bitcoin, sur le protocole. Et après, il faut attendre, en fait. Il faut attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour que ça commence à prendre. Et que, mine de rien, Satoshi a lancé le protocole, a lancé Bitcoin, mais t'as quand même eu quelques gars qui ont participé au début et qui, sans eux, Ouais, 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 complètement. Et souvent, ce qui est assez surprenant parmi ces early adopters, les mineurs en continu qu'il y avait en 2009, donc c'est ceux que j'ai cités, il y a aussi New Liberty Standard qui les a rejoints après. Et à partir de là, voilà, il y en a eu d'autres. C'est toujours un petit peu difficile à déterminer sur une analyse on-chain ou sur ce qui s'est passé vraiment, quoi. hmm, Mais en tout cas, parmi toutes ces personnes, le trait commun, c'est que ils ont parfaitement compris Bitcoin depuis le début. Et ça, c'est un truc qui est complètement surprenant à cette époque.
d'être en mesure de comprendre Bitcoin dans des termes où nous-mêmes on l'exprime aujourd'hui, quoi. Mais on a mis Mmh. 15 ans pour en arriver à ces réelles conclusions. Mais tu vois que dès le début, il y a des gars qui avaient compris ça. Et ils étaient visionnaires à un niveau, ces gars-là, mais incroyable. Quand tu lis ça, quand tu vois les discussions qu'ils ont eues à cette époque sur Bitcoin Talk, bah t'es complètement soufflé. Mmh. C'est des choses que des personnes comme toi et moi, par exemple, ça va être plus dans ces dernières années qu'on s'est intéressé plus profondément à des aspects de la monnaie chez Bitcoin, à des aspects de l'énergie, toutes ces choses-là. Mais tout ça, ça a été fait dès le début, en fait. Ces questionnements, ils ont été amenés dès le début et dès le début, il y en a qui l'ont vu comme une monnaie. Ils ont commencé à débattre sur ça. Alors, il y en avait qui disaient non, faut enlever le plafonnement à 21 millions. Bitcoin, c'est un moyen d'échange. Il doit pas être limité. Ils dénonçaient un petit peu l'incitation à la thésaurisation de Bitcoin. Et d'autres de l'autre côté qui disaient non, c'est ça qui fait sa dureté, c'est ça justement qui amène toute la valeur de Bitcoin. Enfin voilà, ces débats étaient déjà là en 2009, début 2010, je dirais. Mmh. Donc Ouais. c'est assez incroyable de lire ça, quoi. C'est incroyable de lire ça et avec le recul, en effet, c'est comme tu dis, c'est des mecs qui étaient vraiment visionnaires parce que penser à ça en 2009-2010, il faut y aller parce que c'est en C'est ça, effet, nous aujourd'hui, on comprend ça parce qu'on a nous-mêmes mis du temps à faire des recherches, à essayer de comprendre comment la monnaie fonctionne. On a lu aussi des auteurs comme Rothbard, Missy, Hayek, etc. Et ce qui est impressionnant parce que ce qui est impressionnant sur les fils de discussion qu'on peut avoir par exemple sur Bitcoin Talk, c'est que tu as des fils entiers qui parlent d'économie, qui parlent de politique, euh, et ce sont des personnes qui ils vont te citer du Rothbard, ils vont te citer voilà la politique monétaire des Autrichiens, et d'ailleurs même eux ils ont conscience un peu de ce potentiel que peut avoir Bitcoin pour donner une réponse technologique à une volonté libertarienne, justement par exemple de vouloir séparer la monnaie de l'État et avoir ce niveau de compréhension, de clairvoyance aussitôt, dès le début de Bitcoin, c'est vraiment c'est visionnaire parce qu'à à l'époque, il y avait peu de personnes qui étaient dans ce milieu-là. On n'était même pas sûr si ça allait marcher, s'il y a pas, je sais pas, s'il y a pas y avoir un bug plus tard, etc. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir que dès le début, tu as quand même un niveau d'intelligence et de culture dans ce milieu-là qui est juste hallucinant, et c'est pas uniquement un niveau de connaissance qui va toucher à la technologie, à la cryptographie, c'est aussi un niveau de connaissance sur les idées un peu politiques, économiques, et ils ont d'ailleurs une très très bonne compréhension de ça, quoi. Je sais qu'il y a quelques jours, je lisais il y avait un compte anglophone sur X qui avait partagé justement des captures d'écran d'un fil de discussion sur Bitcoin Talk, où justement c'était des mecs qui se prenaient la tête sur la politique monétaire telle qu'elle était vue par les économistes autrichiens, et qui disaient que Bitcoin pouvait oui ou non correspondre à ça, et du coup en fait ils se prenaient la tête. Je crois que c'était sur tout ce qui était en lien avec le théorème de régression de Mises. Donc toi enfin il y avait quand même des personnes qui avaient un niveau de connaissance à l'époque qui était assez hallucinant dans Ah, ce domaine-là. complètement. Et en fait, ils ont vu avant tout le monde le potentiel que pouvait avoir Bitcoin. Moi, ce qui m'impressionne le plus, hein, c'est que tu vois, on est en 2024, on est 16 ans après tout ça, et aujourd'hui, on est encore en quelque sorte early, en avance, c'est-à-dire que les personnes qui comprennent, c'est un peu ce côté un peu révolutionnaire de la monnaie, c'est pas encore la majorité, quoi. Et pourtant, en 2009, Ouais, 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 mais on est passé un petit peu dans une autre phase maintenant. Mais pour en revenir à 2009, ouais, c'est vrai que le niveau de connaissance de ces personnes était déjà élevé. Mais ça, c'est quelque chose que tu retrouvais déjà sur la cryptographie mailing list, par exemple. d'accord, Tu retrouvais également sur la liste des cypherpunks. C'était un peu le genre de discussion qui était déjà présente. Après, sur Bitcoin Talk, c'était plus éclectique, je dirais. mhm, Tu retrouves aussi beaucoup d'agoristes, apparemment, donc qui sont plus libertariens de gauche, d'accord, notamment avec le fondateur Conklin. Tu avais par exemple Marty Malmy, qui était apparemment très proche de antistate.com, lui, à l'époque. Et voilà, c'est des groupes des fois qui sont un petit peu difficiles à définir au niveau de leur orientation. ouais.
mais globalement, c'est centralisé autour de la monnaie, du fonctionnement de la monnaie, fonctionnement de l'économie. Et ils ont été, c'est des groupes qui ont été attirés, enfin des individus venant de ces groupes-là, qui ont été attirés par Bitcoin au début. Il y en a eu pas mal. Après, il y a Hmm. eu aussi la grosse frange de développeurs techniques qui eux en fait ont été intéressés par Bitcoin sous son aspect technique D'accord. et qui ont été plus fascinés par ça, mais qui n'ont pas forcément de connaissances monétaires D'accord, ok. ou de connaissances dans ces domaines-là et qui ne voient pas forcément le potentiel de Bitcoin en tant que monnaie, mais plus en tant que réseau qui fonctionne, qui est sécurisé. Bon, on a cherché de ces bitcoins depuis le début, on a cherché à le casser, on a cherché Hmm. à trouver la faille dans tous les sens possibles et imaginables. Ok. Et Et bah, il est resté résistant, quoi. Il y a eu deux, trois petits trucs, hein, comme le bug de l'overflow, par exemple. Je sais même pas si on peut considérer ça comme une faille, mais bon, enfin, ça reste encore, jusqu'à présent, c'est discuté. Mais voilà, ça a permis à Bitcoin de se bonifier, en fait. ouais, totalement, ouais. Ça a permis à Bitcoin de se bonifier, il a été testé, on a tenté de l'invalider, on n'a pas réussi, et bah, beaucoup ont fini par admettre que oui, le gars a réussi, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dès le début, il y a les personnes qui sont attirées par le côté un peu politique, liberté individuelle, et t'as ceux qui sont attirés par Bitcoin vraiment par l'angle un peu tech. Et tu l'as encore un peu aujourd'hui, hein, cette division entre Bitcoiners. T'as ceux qui sont vraiment intéressés par le côté techno et ceux qui sont vraiment intéressés par le potentiel que Bitcoin pourrait avoir. Mhm. Et justement, il y a une question qui est super intéressante, je pense, et t'en parles bien aussi, c'est est-ce que Bitcoin c'est un projet politique ou apolitique, hein? Quel est un peu le... Je t'ai écouté, hein, dans tes podcasts, donc je connais ton point de vue là-dessus, mais c'est vraiment pour les autres, hein. La question qui tue, c'est est-ce que Satoshi était libertarien ou pas? Eh bien, écoute, je sais pas. Moi, c'est ce que j'en tirais comme conclusion parce que, bah, comme tu dis, comme je l'ai expliqué dans les podcasts, il a exprimé, je vais pas dire des points de vue différents, mais il a eu également des comportements, je vais dire, qui vont dans d'autres sens. Et notamment le choix de ses posts pour annoncer Bitcoin, où tu as eu le premier qui est fait sur la cryptographie minimaliste Mhm. et le deuxième qui est fait sur Peer-to-Peer Foundation, qui est un forum quasiment aux idées politiques opposées à ce que tu peux trouver sur la cryptographie minimaliste. D'accord. Donc eux, c'est comment il s'appelle, Michel Bowen, si je me souviens bien, le fondateur de ce forum. Lui, c'est un théoricien du post-capitalisme. Mhm. Et il défend des idées de biosphère, écologie, protection de la biosphère et ainsi de suite. Donc on n'est pas dans les mêmes courants de pensée du tout. Ouais. Et c'est son deuxième choix. Et c'est un choix, en tout cas, qui a eu plus d'impact en termes de réception. Il a été mieux reçu, en tout cas, sur ce forum-là. Il y a eu moins de condescendance, on va dire, même si c'était pas non plus un grand enthousiasme. Mais voilà, c'était peut-être mieux reçu. Et c'est surtout dans ce poste-là qui s'est exprimé, mais complètement différemment que dans le premier. Et là, il a exprimé son point de vue sur les systèmes financiers conventionnels, sur les banques centrales. Et c'est avec ça qu'il a commencé son argumentaire. Ce qui était complètement différent de ce que tu peux trouver sur le white paper où ça restait principalement technique en Mhm. fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est encore, pour moi en tout cas, très révélateur. Parce Batters. que on peut considérer qu'il avait la parole plus libérée sur Peer-to-Peer Foundation. D'accord, c'est intéressant ça. Et il s'est exprimé à des points de vue, il a donné des opinions. Là, il a donné un point de vue de quelqu'un qui n'aime pas les banques centrales, et qui considère que maintenant on a besoin d'un système qui nous permet en quelque sorte de nous extirper de leur joug. Mhm. Je vais le dire comme ça. Et Exactement. ouais, il faut lire vraiment ce post. Il est pour moi plus intéressant encore que le post du white paper ou le post de l'annonce de la V1 sur la cryptographie milléniste. Ok. Et voilà, c'est des choses comme ça après qui interrogent. Euh,
Parce que déjà, il poste dans deux courants complètement différents. Donc moi, bah, tout simplement, l'opinion qui me vient, enfin l'idée qui me vient, c'est que il est plus ou moins différent des opinions politiques des uns et des autres. C'est pas ça qui l'intéresse et qui le mène à poster. Ouais. Et d'ailleurs, en approfondissant pareil sur comment il s'est retrouvé sur la cryptographie méliniste, enfin, supposément, après, ça, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Mais voilà, c'est pareil, c'est assez révélateur sur le fait là. Et apparemment, il la connaissait pas 2 mois auparavant, quoi. Ouais, apparemment, ouais. Et il l'a découvert à travers les liens que Weida il lui aurait envoyés. Ouais. Et bah, voyant que ce sont des cryptographes, en partie, des personnes assez techniquement poussées dans le domaine justement où Bitcoin agit, bah, à partir de là, ça paraissait logique pour lui que il fasse peut-être son annonce cette plateforme. Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Voyant qu'il n'a pas été bien reçu sur cette plateforme-là, qu'il n'a pas été bien compris, je pense qu'il a continué à chercher un autre endroit où il pourrait poster. Et un mois plus tard, après le post de la V1, là, il va poster sur la Peer-to-Peer Foundation en février. D'accord. Et je pense que c'est après le même genre de recherche, à chercher un endroit où il pourrait être compris. Et il en est arrivé là et ça n'a pas été beaucoup plus reçu. Donc après, il est resté sur des communications un peu privées avec certains gars comme Dustin Trammell. Il y a Marty Malmy qui est rentré dans la partie en mai. Et pareil, là, depuis la publication des posts, enfin des échanges de Marty Malmy, on a pu voir que bah, Satoshi, il n'était pas si doué que ça en termes de lancement de projet. Et ça, c'est un truc vraiment qui est frappant, quoi, pour moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour moi, c'est la première fois qui lance un projet. C'est pas quelqu'un qui a lancé une entreprise. Enfin, la promotion sur, enfin pas la promotion, mais la communication que tu dois apporter, ça part de stratégie normalement. Ouais. Et tu vois qu'il y en a pas du tout avec lui. Et dès que Marty Malmy entre en scène, c'est lui vraiment qui va apporter un boost dans ce domaine-là. D'accord. En termes de communication, d'idées plus innovantes à comment essayer de trouver une accroche, essayer de lancer quelque chose une amorce, quoi. Et là, bon, on voit le gars sans doute, très certainement plus jeune que Satoshi, qui parle de Worldcraft, qui parle de choses comme ça et qui essaie de donner des exemples et tout. Enfin, ses communications sont très révélatrices dans ce domaine-là. Ouais, c'est. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tout ça laisse penser que bah ça c'est pas parti d'idées politiques comme tu voulais le dire. Il a dit sur la cryptographie léniniste, c'est intéressant d'un point de vue libertarien pour ceux qui savent l'expliquer. Oui, oui, c'est ça. Il a dit ça, Ouais. mais de la manière dont c'est dit, ça semble pas être un engagement primaire, Ouais. tu vois. Ouais, totalement. Ça, c'est super C'est intéressant. pas sur le ton de l'affirmation du tout que c'est prononcé, quoi. Ouais, ça c'est génial ça parce que aujourd'hui, même dans les premières années de Bitcoin, c'est vrai que ceux qui ont été vraiment attirés par ça et ceux qui sont toujours attirés par ça, ce sont les libertariens parce que t'as un peu ce côté chez les libertariens chez certains en tout cas, d'avoir trouvé avec Bitcoin l'outil qui permettrait justement de séparer l'état de la monnaie, ce qui est un vieux rêve par exemple, de Friedrich Hayek, lui-même qui disait qu'il fallait trouver un moyen un peu détourné de retirer la gestion de la monnaie des mains de l'État. Donc il y a beaucoup de libertariens en tout cas qui voient en Bitcoin ce moyen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, comme tu dis, c'est que quand tu reprends un peu le fil de la création de Bitcoin, quand tu prends les traces qu'on peut être laissées par Satoshi sur différents forums, en fait, tu te rends compte que il en parlait pas, c'était pas forcément son inclinaison politique première, et que même lui, en effet, comme tu dis, il disait que Bitcoin peut être intéressant pour les libertariens si c'est bien expliqué à un libertarien, quoi. Parce que voilà. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Mais le fait, ce que tu disais par exemple, que bah lui c'est pas forcément ce qui l'intéressait, c'est ça, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui avait conscience que plus t'exprimes tes opinions politiques et personnelles en général, Mhm.
plus tu te révèles et plus tu es identifiable. Ouais, ouais, Je pense qu'il y a aussi ça qui était pris en compte. Et ces données, d'après moi, ça faisait partie de, si c'était pas sa règle d'or, de ne divulguer aucune information personnelle ou opinion personnelle, ouais. qui sont des indicateurs très forts dans certains cas. Il y a d'autres choses qui montrent, et ça va t'intéresser. Dernièrement, par exemple, j'ai demandé à une IA quelque chose. J'ai copié-collé un post de Satoshi qui était en réponse à une autre personne et qui concerne là l'économie complètement. Il donne son point de vue sur comment fonctionne le marché des commodités, comment fonctionne une commodité, et il aborde des théories qui ressemblent à la théorie du prix rationnel, à l'équilibre général. Enfin bon, c'est un peu difficile à déterminer. Enfin moi j'avais du mal à le déterminer. Mhm. Il fait référence à cet effet d'aimant entre le prix et le coût de production. Ouais, Il faudrait que je l'ai sous les yeux pour pouvoir te le relire et que tu comprennes. Mais en tout cas, bon, ce post, il traite de ça. Et j'ai demandé justement à une IA, quel économiste aurait pu prononcer cette phrase, quelle école d'économie aurait pu aborder les choses sous cet aspect-là. Enfin, j'ai mhm, enrichi une question au mieux que je pouvais. mhm. Et la réponse était pas très surprenante. Au bout du compte, j'ai demandé à 2 IA, hein. Donc, les 2 m'ont ressorti, David Ricardo. D'accord, ok, ouais. Donc on remonte à l'école, classique, Ouais, fin ouais, 18e, un truc fin comme ça. 18e, début 19e, ouais. Et après, c'est l'école néoclassique Mhm. et l'école autrichienne. C'est vraiment, sous leur angle qu'on aurait pu exprimer le mieux ce que Satoshi a dit, concernant le marché des commodités et la manière dont il l'a expliqué. Donc, tu vois, c'est aussi assez révélateur, hein. Ouais, bien sûr. Et il y a plusieurs économistes qui sont ressortis, mais en gros, ça tournait autour de ça. Donc, c'est Karl Menger, c'est Léon Walras, ouais. Ouais. Et tu connais ça mieux que moi, hein. Et Jevons aussi, je Ouais, crois. tout à fait. Donc, en fait, Karl Menger, Léon Walras et William Stanley Jevons, en fait, ce sont les trois économistes marginalistes de la fin du 19e qui ont, de manière un peu parallèle et en même temps d'ailleurs, en Europe, donc un en Suisse, l'autre en Autriche et l'autre C'est ça qui est en surprenant, ouais. Angleterre, qui ont découvert, enfin, qui ont découvert, en quelque sorte, qui ont théorisé ce qu'on va appeler le marginalisme en économie, et ce qui va en fait totalement redessiner la théorie de la valeur. Avant eux, on avait une théorie de la valeur des économistes classiques qui était très attachée au coût de production. Bah, par exemple, c'est là aussi on va voir la valeur travail de Marx, qui était jusqu'à la fin du 19e un peu l'idée de base de comment est-ce qu'on pouvait voir la valeur et comment est-ce qu'on pouvait donner une valeur à un bien. Et après, quand tu as eu ces trois économistes à la fin du 19e, là du coup on s'est rendu compte que la valeur n'émane pas d'un niveau de travail qui a été mis dans la confection d'un bien ou d'un niveau de terre ou des coûts des intrants qui viennent dans la production d'un bien, mais la valeur elle est déterminée par l'individu en fait et l'utilité qui va retirer de ce bien. Et en gros, grosso modo, pour vraiment faire une petite parenthèse là-dessus et expliquer un peu ce que c'est que le marginalisme, le marginalisme, en fait, c'est la valeur qu'un individu va attacher à une unité supplémentaire d'un même bien. Donc, par exemple, euh, l'exemple le plus courant qu'on va citer en économie, c'est le gars qui est bloqué dans le désert et qui, lui, va valoriser fortement un verre d'eau. Donc une première unité d'eau en quelque sorte. Et une fois que sa soif sera étanchée, bah du coup un deuxième, un troisième, un septième, huitième, dixième, quinzième verre d'eau va avoir en fait de manière logique de moins en moins de valeur pour lui. Et la révolution marginaliste, c'est ça quoi. C'est Ouais, ouais, c'est le paradoxe du diamant et de l'eau. d'Adam Smith, ouais, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce point de vue de justement la valeur par rapport à l'unité supplémentaire. Mhm. Et parce qu'il y a un petit bon, moi j'essaie toujours de tout ramener un petit peu à Bitcoin. Enfin, j'essaie de voir s'il n'y a pas des corrélations à chaque fois. Ouais, Et ça me paraît assez proche quand même, hein, de ces certaines idées
de l'émission de l'offre de Bitcoin qui est très particulière en fait Ouais, et qui est encore une fois bah, unique. Hein, tu le soulignais sous des aspects tout à l'heure, mais tu as aussi l'aspect unique, par exemple, que Bitcoin, c'est une émission de l'offre en continu, ouais. en quelque sorte. Et c'est un flow permanent qui réduit avec le temps, quoi. Et tu as cet aspect justement du dernier Bitcoin qu'on estime à peu près à 35 ans pour pouvoir l'extraire, Ah oui, le d'ailleurs, ouais. dernier exemplaire. Ok, ouais. Et c'est vrai que ça pose cette question, combien pour écouter une unité dont on met 35 ans à extraire le dernier exemplaire. Hmm. Ouais, ça c'est fascinant parce qu'en effet, la manière dont le halving fonctionne, donc divisé par deux l'offre, enfin la récompense d'un minage d'un bloc tous les 4 ans, ça c'est assez génial parce que quand tu arrives en 2140, je crois, où le dernier Satoshi sera miné, et comme tu dis, le dernier Bitcoin prendra 35 ans à être miné, l'un des paris qui est vraiment assez fou du protocole Bitcoin, c'est avec cette émission contrôlée, c'est faire aussi le pari que justement les Satoshi, les Bitcoins prendront de la valeur et qu'une unité supplémentaire sera de plus en plus demandée en fait par le marché, quoi. Parce que si c'est pas le cas, s'il n'y a pas cette valorisation de plus en plus grandissante des acteurs économiques pour les Satoshi, pour les Bitcoins, et bah du coup en fait le protocole entier aussi s'effondre, hein, parce qu'il y aura plus d'incitation à miner et du coup le réseau sera plus sécurisé et puis voilà, il sera pas utilisé, et Ouais, si ouais, c'est pas ah ouais. utilisé, valorisé, bah c'est mort, quoi. Donc il y a un peu ce pari fou en fait, c'est de dire que tous les 4 ans on divise l'offre par deux, et par contre, on fait le pari que du coup la valeur va elle augmenter. Et ça c'est assez génial, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et bon, on voit maintenant, pour moi, ça, c'est plus qu'un pari maintenant. Là, c'est quasiment acquis. Mais c'est vrai que à partir du moment où on va passer à une récompense en dessous de un Bitcoin, Mhm. bah à partir de là, on aura des temps précis pour faire un Bitcoin, pour extraire un Bitcoin. Donc voilà, quand à partir du moment où extraire un Bitcoin, ça prend un mois. La conception de la valeur par rapport à Bitcoin, je pense que elle commencera à prendre une autre forme encore, quoi. Et on arrivera encore dans une autre phase, un autre cycle, je pense, peut-être plus exponentiel, je sais pas, de Bitcoin. On verra. Mais il y a vraiment une logique qui est mathématique, qui est physique, qui respecte des principes de la thermodynamique, Mhm. qui est poussée sur un calcul extraordinaire. Et plus on s'en rend compte, plus on est en droit de se demander, bah, est-ce que le gars, il avait vraiment élaboré tout ça dès la base? Parce que là, comment il a fait pour savoir? Mhm. Et ou est-ce que, bah, justement, c'est une découverte, comme le soulignent Ouais. certaines personnes de l'écosystème. Souvent, c'est plus une découverte pour eux et il a créé quelque chose, mais ça l'a complètement dépassé, je pense, à un moment donné. Et je suis plutôt d'accord avec ça, hein. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais ça reste quand même surprenant des fois des aspects qui font que bah voilà, c'est grâce à ça que Bitcoin fonctionne aujourd'hui, mais c'était quelque chose de complètement imprévisible. Ouais, totalement, ouais. Et ce que tu dis, c'est le fameux débat, je sais pas si on aura le temps de rentrer là-dedans aujourd'hui, toi, mais le fameux débat, est-ce qu'on a découvert la rareté ou est-ce qu'on l'a inventé avec Bitcoin? Donc ça, c'est assez passionnant en soi, quoi. Et une chose aussi que j'aimerais ajouter sur la notion de... Tout à l'heure, on parlait de la notion de valeur et tu parlais aussi de le niveau de puissance de calcul, le hash rate, etc. Et c'est vrai que pour aussi dire à quel point Bitcoin c'est fou, c'est quand tu vas sur des réseaux sociaux, quand tu vois certains grands comptes bitcoiners anglophones, je pense par exemple à Max Kaiser, qui vont te dire qui vont te calculer en fait le prix que devrait avoir un bitcoin en calculant le hash rate qui est actuellement disponible. Ces gens-là en fait se trompent dans le sens où la valeur qu'on va donner à un bitcoin, c'est tout simplement la valeur que les individus vont trouver dans le bitcoin. Donc il n'y a pas quand et ça, c'est vraiment pour faire le point avec la notion de valeur des Autrichiens dont on parlait juste avant, quoi. C'est que la valeur d'un bitcoin ne sera pas liée, par exemple, au niveau d'électricité qu'on va mettre pour miner un bitcoin. Ce sera pas le niveau de hash rate, quoi. Ça sera vraiment comment les individus vont valoriser bitcoin, qu'est-ce que ça va leur apporter. Et c'est ça, en fait, qui va déterminer le prix qu'il va pouvoir avoir. Et ça, c'est... Euh,
Ouais, il y a cet aspect-là aussi, mais l'aspect coût de production, il est aussi important et justement, c'est de ça dont parle Satoshi dans l'exemple que je te citais tout à l'heure, Ouais. où bah, il explique justement que le prix a tendance à être toujours attiré par le coût de production et que s'il est au-dessus, il y a un effet dont il explique et s'il est en dessous aussi, il y en a Mmh. un autre. Et il explique aussi que le prix auquel tu achètes une matière première, c'est en fait une projection de la valeur future que tu lui donnes. D'accord. Ouais. Et là, on rentre dans les côtés plus subjectifs, justement de l'utilité, notamment de tout le contexte dans lequel, à ce moment-là, justement, tu fais cette analyse Mmh. et qui peut te donner des utilités jusqu'au futur. Et mais le prix que tu payes, en fait, c'est souvent pas le vrai prix. Et il explique qu'il y a une phase où le prix est au-dessus du coût de production et une phase où le prix est en dessous. Et il y a un effet d'aimant qui se fait entre les 2. Tout à fait, ouais. Et c'est donc là, c'est comme ça, c'est comme pour l'or, par exemple, où, il y a la rareté qu'on connaît, par exemple, par rapport aux stocks globaux qui sont estimés à 200 000 tonnes Ouais. et le flux de production annuel qui est autour de 3 000, je crois. D'accord, ouais. Donc, et c'est à partir de là qu'ils font leur ratio stock to flow, qui ferait que bah, il faudrait 60 ans pour remplacer les stocks. Le stock global, il faudrait 60 ans pour le remplacer avec le flux de production qu'on a. Mmh. Ouais. Et depuis le dernier halving, Bitcoin a dépassé l'or sur ce ratio. Et mais lui, quand il dépasse, il double en fait à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Donc là, il est presque au double de l'or, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment basé quand même sur l'aspect en même temps, bah, combien ça coûte maintenant d'extraire de l'or? Ça, c'est une question cruciale. Et c'est ça qui fait aussi que, bah, c'est grâce à ça que c'est pas le premier lambda qui va pouvoir aller chercher de l'or demain et puis ramener un lingot comme ça après-demain. Mmh. C'est parce que c'est difficile à trouver, ça demande des moyens techniques, des connaissances humaines, enfin c'est énorme ce que ça demande. Et après, c'est pareil, c'est un coût de production assez massif pour pouvoir l'extraire, pour pouvoir le raffiner. Tout ça, c'est des phases qui font que je pense le coût de production, bah, il compte énormément. Et c'est un principe qu'on retrouve dans le Bitcoin avec le minage. Mmh. Et ça, encore une fois, c'est extraordinaire. Ce parallèle, il est assez incroyable. Ouais. Où bah, tu retrouves exactement ce concept de l'extraction minière dans Bitcoin, où les mineurs extraient, mais au flux qui est déjà pré-automatisé. Ouais. C'est pas une décision naturelle un petit peu, ou bien c'est le destin qui va faire que tu vas tomber sur un gisement ou non. Ouais. Là, tout est déjà automatisé, et toi, tu peux juste participer à l'extraction. Et en fonction du ratio d'énergie que tu vas apporter, eh ben normalement tu devras recevoir une récompense plus importante par rapport aux frais et un potentiel de gagner la récompense plus important également. Mmh. Ouais, ce Donc ton coût de production, il agit aussi dans Bitcoin. Après c'est une analyse, tu vois, de quelqu'un qui a pas non plus une pleine connaissance de l'industrie du minage. C'est vraiment je dirais c'est une observation un peu philosophique hein, du truc quoi. Mais j'arrive à faire ce parallèle moi personnellement. Peut-être qu'il y a des éléments qui m'échappent, mais le parallèle coût de production joue mmh. pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce que si moi, par exemple, je complète ce que tu viens de dire en faisant vraiment une lecture purement autrichienne de ça, c'est vrai que un économiste autrichien te dira que ce sont les prix, en fait, qui vont déterminer les coûts. Je reprends l'exemple de l'or que tu pu donner juste avant. C'est vrai que, en fait, si tu as un prix d'un lingot qui est, enfin, je sais pas quel est le prix d'un lingot actuel, on s'en fout, tu vois, mais en fait, le prix de vente d'une once d'or ou d'un lingot d'or va déterminer en fait les coûts qui seront acceptables en fait pour la production. Par exemple, si l'or augmente de prix à la vente, l'augmentation de prix va tout simplement rendre viable ou va re-rendre viable des mines qui n'étaient pas exploitées précédemment. Donc par exemple, si l'or explose en prix, on va réouvrir d'anciennes mines qui étaient plus rentables parce qu'en fait les coûts maintenant peuvent être largement assumés. Donc tu as tout ce côté en fait d'un point de vue économique chez les Autrichiens qui vont dire qu'en fait c'est le prix qui va déterminer les coûts. Si par exemple le prix de Bitcoin est suffisamment haut, on va pouvoir les miner dans des endroits
où l'électricité, par exemple, est un peu plus chère qu'est-ce qu'elle devrait être en temps normal pour le minage, parce qu'en fait, le prix de vente d'un Bitcoin miné rattrape en fait ces coûts-là, et les coûts sont beaucoup plus supportables. Et Ouais, c'est ça en fait. Et ça c'est important. Je fais cette parenthèse parce qu'elle est importante d'un point de vue économique, le fait de dire que les prix déterminent les coûts, parce qu'en général l'incompréhension qu'on peut avoir, c'est que ce sont en fait les coûts qui déterminent les prix, ce qui est absolument ouais, faux. ok, Et, ouais, 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 et tu pourras dire par exemple, on a mis 150 000 dollars d'électricité pour miner un Bitcoin, hein, donc normalement vu qu'on a mis 150 000, on se rajoute un petit taux de marge, et bah du coup le prix d'un Bitcoin ça devrait être 170 ou 180 000, hein, sauf que le ouais, marché ouais, il ouais, fonctionne pas comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on peut rebuter la pensée marxiste, en fait, la valeur travail, ce genre de choses. C'est que c'est pas comme ça que la valeur, elle fonctionne. Et une chose aussi que je voulais compléter sur ce que tu as dit, pour ceux aussi qui écoutent et qui n'ont pas trop compris, tu parlais du S2F, donc en fait le stock to flow. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est en fait, comme tu l'as dit, c'est le temps que ça prendrait avec la production annuelle, hein, pour remplacer le stock total d'un asset. Donc que ce soit une commodity, une marchandise, Bitcoin, l'or, etc. Et en effet, pour l'or, je crois que le stock to flow, donc en fait le nombre d'années de production annuelle de l'or qu'il faudrait pour remplacer le stock global de l'or disponible sur Terre, c'est à peu près 60, si je dis pas de bêtises. C'est ce que tu as dit. ouais, c'est ce que j'avais vu, Sachant ouais. qu'avec l'or, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est même pas sûr du stock global qui est disponible actuellement sur Terre. Voilà, puis ce que je te dis, c'est des chiffres il y a peut-être allé 2 ans, quoi. Ouais, Donc, et après le stock to flow, il est la question qu'on peut se poser, parce que c'est souvent utilisé en économie d'ailleurs cette métrique, ce ratio, parce que ça permet en fait de définir la rareté d'un bien. Plus le stock to flow il est important, donc plus le nombre d'années qu'il va falloir pour remplacer le stock d'un actif va être important, plus l'actif en question est considéré comme étant rare. Et Bitcoin, il est assez particulier dans ça, parce que comme tu dis, tous les 4 ans avec le halving, on a l'émission, donc l'inflation annuelle de Bitcoin qui est divisée par 2. Et là, du coup, en fait, on a un asset qui, pour la première fois, se raréfie de manière totalement prévisible tous les 4 ans. Et on peut même se demander si le modèle de stock to flow, il est pertinent, en fait, pour un actif comme Bitcoin. Parce que quand on l'applique à Bitcoin, là, on se rend compte que le prix sera forcément exponentiel à l'avenir. Et il y en a d'autres Bitcoiners, d'autres économistes qui vont préférer un autre modèle qui est celui du Power Law. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. ouais, Mais ouais, après, ouais, ouais. voilà, mais voilà, c'était juste pour compléter ce que tu as dit. Mais oui, en effet, le truc le plus important, c'est le prix qui détermine les coûts. Et Mais tu m'as remémoré un petit peu justement le poste de Satoshi. Et je pense que oui, t'as raison, il expliquait ça plus dans ce sens-là, en fait. ouais, donc très bonne compréhension. Que ce sont les prix qui vont diriger le coût de production. Mais en fait, sur les deux, il y a un effet d'aimant en quelque sorte. Il y a des indicateurs, hein, des métriques qui existent sur ça où tu vois régulièrement le hash power qui passe au-dessus et qui passe en dessous du prix ou Mm, l'inverse en fait, si on l'exprime de ton point de vue plutôt. Et vraiment, il y a cet effet qui est très clair. Et d'ailleurs, l'augmentation du hash rate, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement important. mm. Parce que ça, c'est un indicateur de la sécurité de Oui, Bitcoin voilà, c'est déjà. plus ouais, exactement, t'as raison. Et là, on sait que, bah, au niveau de la confiance, ça agit énormément. Exactement. Ça, maintenant, pour s'amuser à réverser une transaction, là, tu as intérêt d'avoir du power. Et je veux pas dire que c'est impossible, parce que bon, voilà, théoriquement, ce sera toujours. Mais là, on est rendu à un niveau d'incentive où on voit plus qui aurait l'intérêt à faire ça, quoi. À dépenser autant d'argent pour renverser une transaction. C'est impossible parce que la seule manière dont ça pourrait arriver, c'est d'avoir une attaque coordonnée de plusieurs États, les uns en accord avec les autres, pour attaquer, enfin mobiliser suffisamment d'énergie, et surtout acquérir Ouais, un ouais, peu. si tu prends tous ces paramètres, ouais. Oui, c'est Mais impossible, mais moi, je suis bon. d'accord avec toi complètement. Moi, pour moi, c'est impossible. Mais tu n'apparais pas comme quelqu'un d'objectif si justement tu dis que Bitcoin est incassable ou que voilà. C'est un petit peu cette habitude de toujours remettre en question. Oui, mais on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont possibles et d'ailleurs qui sont discutées depuis le début de Bitcoin, hein. Et Satoshi a quasiment répondu à toutes déjà. Hmm. Toutes ces questions-là qui avaient déjà été posées, des attaques qui étaient possibles envers Bitcoin. Mais le niveau de hash rate, désormais, bon voilà, il est énorme. Et c'est pour ça que tu pourrais faire un fork de Bitcoin. Reproduire le niveau de sécurité qu'il a, c'est impossible.
Oui, c'est Tu ça. pourras pas réunir toute cette énergie. Ça pourra plus se refaire. Ouais. Et ça, Et c'est c'est quelque génial. chose de non reproductible désormais. C'est E- clair. Exactement. C'est pour ça que ceux qui disent oui, on va relancer un Bitcoin qui sera mieux que le protocole originel, en fait, bah non, en fait, parce que ton, on peut t'attaquer ton protocole assez rapidement dès qu'il est lancé. Et l'une des forces de Bitcoin, c'est en effet tout le hash rate qui a été construit dessus depuis l'origine et qui est toujours en train de fonctionner aujourd'hui. Et on peut se faire d'ailleurs un petit exercice de pensée parce que quand on dit que, là, toi et moi, quand on dit qu'aujourd'hui, ça serait difficile, voire impossible, en fait, d'attaquer Bitcoin de cette manière, faut juste s'imaginer une chose, c'est que le hash rate actuel, alors, il arrête pas d'augmenter. Je vais pas m'amuser à sortir des chiffres parce que à chaque semaine qui passe, ça augmente de plus en plus. Mais il faut s'imaginer que si jamais un jour tu as une attaque qui aurait du succès sur Bitcoin, il faudrait donc rassembler suffisamment de hash rate pour prendre le possession de quoi 51% de la force de calcul, ce qui nécessiterait aujourd'hui d'avoir plusieurs États qui se coordonnent les uns avec les autres pour mobiliser justement et dédier une bonne partie de leur capacité de production d'énergie en ce sens-là. Donc déjà d'un point de vue politique, c'est compliqué. Et il faudra aussi qu'ils acquièrent les infrastructures, mais aussi bah, tous les ASIC qui permettraient de faire ça, quoi. Et d'un point de vue purement factuel, sur le marché, ça se verrait. C'est-à-dire que la demande en ASIC serait tellement forte que le réseau pourrait anticiper que justement, il y a peut-être une préparation d'attaque qui est en cours, quoi. Donc il y a plein de choses, en fait, qui font qu'aujourd'hui, ça serait difficile, enfin, ça serait même quasiment impossible. Et si jamais ils veulent faire ça, ils auraient plutôt intérêt à participer actuellement au réseau, c'est-à-dire à miner avec toute l'énergie, toute la force de puissance de calcul qu'ils Bah, préparent, voilà, plutôt c'est ça qu'à... en fait la puissance de Bitcoin et ça c'est pas nouveau. C'est Mhm. que à un moment donné, même celui qui s'approche de cette force de calcul, cette puissance de calcul, bah il va se poser la question parce qu'il va voir très clairement qu'il aurait énormément plus d'intérêt à Exact. miner du Bitcoin tout simplement avec cette puissance de calcul qu'il a. Ce serait largement plus rentable pour lui. Et c'est cette puissance encore de Bitcoin qui est la théorie des jeux de Satoshi Nakamoto, je l'appellerais comme ça, qui est justement bah, faire en sorte que les acteurs du jeu soient toujours plus profitables en restant honnêtes. Ouais, Et ça, totalement. c'est un truc qui est encore une fois, c'est un coup de génie pour moi. Bon, moi, je suis pas très objectif sur Satoshi, tu vois, mais je le vois comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne depuis le début. Et le niveau de puissance de calcul qu'on a atteint, là, c'est même pas la peine. Ça fonctionnera encore plus. Je veux dire, là, on est à quoi? On est à 3,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Ouais. Si tu as 50% du hash rate, normalement, dans la théorie des probabilités, bah, tu pourras trouver un bloc sur deux, quoi. Ouais, totalement, ouais. Donc, à partir de là, si tu commences si on arrondit Bitcoin à 100 000 dollars, voilà, c'est en gros 325 000 dollars toutes les 20 minutes. Donc, ça va Mhm. être difficile de trouver un business plus rentable, enfin, aussi Ah oui, rapidement, totalement, aussi, ouais. je veux dire, ça va être dur de dire que, en voyant tout ce que tu vas faire en une journée, ce qui se compte en millions, renoncer à ça, quoi. Je vois pas qu'est-ce qui peut t'inciter à renoncer à ça. Donc c'est cette théorie des jeux de Satoshi Nakamoto qui est absolument extraordinaire et qui fonctionne depuis le début, quoi. Ouais, et c'est à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser, là, quand je t'entends parler de ça me fait penser directement aux Lumières écossaises du XVIIIe siècle, hein, comme Hume, etc., qui disait que justement, pour faire très simple, pour expliquer un peu, c'est en fait, il faut par des institutions, par des incitations positives, canaliser dans le bon sens l'énergie humaine, qui peut être soit destructrice, soit créatrice. Et du coup, par exemple, les Lumières écossaises disaient qu'il fallait les bonnes institutions, les bonnes lois, pour que justement on tire le meilleur de l'être humain, pour que son égoïsme, son intérêt personnel, en fait, rejaillisse de manière positive sur le collectif. Et pour ce faire, il faut les bonnes institutions, il faut les bonnes lois. Et à l'époque, ils en faisaient une lecture essentiellement politique. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec Bitcoin, Satoshi, avec l'incitation à miner avec les récompenses, il a réussi à lui aussi mettre en place une institution Ouais, qui ouais, va ouais. permettre en fait de tirer le meilleur de l'être humain et de faire en sorte que l'intérêt personnel, cet égoïsme, va rejaillir de manière bénéfique, bah, déjà sur le protocole en le sécurisant et en fait au global sur le collectif, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Tu peux un peu relier comme ça Satoshi aussi à ces vieilles philosophies du 18e, quoi. C'est Bah, génial. c'est ça que ouais, je connaissais pas justement ça. Et c'est intéressant et tu vois, tu vois souvent en fait dans cette mise en place de Bitcoin, dans la façon dont il l'explique des fois, qu'il y a une grande connaissance de la psychologie humaine chez Satoshi. Ouais.
aussi bien la psychologie individuelle que la psychologie collective. Et Oui, ça, c'est des aspects, moi, que j'ai vraiment vu souvent chez lui, où bah là, comme ce qu'on parlait à l'instant, c'est une prise en compte de la psychologie collective, ni plus ni moins, hein. ouais. Et c'est une connaissance de comment les hommes réagissent en groupe à des moments, et réagissent individuellement. Ça demande quand même des connaissances dans ce domaine-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais décelé chez lui depuis un moment. Ouais, non, mais c'est clair, c'est ça en fait qui est génial avec Bitcoin et Satoshi Nakamoto, c'est que en fait, il a visé juste hein, sur tellement de choses du premier coup. En fait, c'est impressionnant quoi C'est fou. d'avoir raison, enfin d'avoir eu raison aussi rapidement sur pas mal de choses. Et là, une lecture qu'on pourrait en faire que je trouve intéressante, hein, c'est que est-ce que euh, parce qu'on parle de connaissances qu'il pourrait avoir sur les incitations humaines, sur l'économie, sur la politique, etc. Mais est-ce que du coup c'est quelque chose que lui-même avait compris à 100% ou est-ce que c'était en fait son intuition, son instinct en fait qui a joué? Je te donne juste un exemple de ça parce que j'ai écrit un article pour Auto Bitcoin un peu sur ce côté-là récemment. C'est il y a tout un pan de la connaissance chez certains économistes autrichiens, surtout chez Friedrich Hayek, hein, qu'on va appeler la connaissance tacite. Donc en fait, qui est la connaissance qui n'est pas explicite, hein, c'est celle qui est implicite, c'est celle qu'on utilise tous les jours, qui n'est pas forcément formalisée, verbalisée, théorisée par les acteurs économiques, hein, mais pourtant c'est le bon sens en fait. On pourrait entre guillemets parler du bon sens paysan ou le bon sens du PMU. Et est-ce que du coup, par exemple, Satoshi, il n'avait pas tout simplement ce bon sens? Est-ce qu'il n'avait pas compris, sans forcément le comprendre totalement, bah, comment l'humain fonctionnait, qu'il lui fallait des bonnes incitations, des bonnes incentives, et que voilà, en fait, il a compris ça et sans forcément le comprendre, tu vois. Je sais pas. Bah, ça peut être ça. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Satoshi, c'est qu'en fait, tu peux jamais en arriver à une conclusion claire. Hmm. Et bah, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? C'est comme est-ce que c'est un cypherpunk ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est toutes ces questions. À chaque fois, les questions restent en suspens. Et bah, les deux possibilités sont possibles. C'est souvent comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, tu te dis que le nombre de fois où dans ce cas-là, bah, la coïncidence aurait dû intervenir, elle est nombreuse. Hmm, carrément, ouais. Elles sont nombreuses. C'est vraiment, ce serait vraiment une succession de coïncidences qui seraient allées dans le bon sens à chaque fois. Et bah là, moi, ça me fait plus penser quand même des fois que l'élaboration, elle entre en compte. Ouais, totalement, ouais. L'élaboration entre en compte et un peu plus récemment, j'ai commencé un petit peu à identifier dans certains passages, donc peut-être que je peux me tromper encore une fois, mais que bah, en fait, Satoshi, j'ai l'impression que des fois, il essaie d'amoindrir ce qu'il a fait, ou comment il l'a fait, ou pourquoi il l'a fait. Quand il donne certaines explications, ça peut être des trucs très simples, hein, des fois, où il dit je suis meilleur avec le code qu'avec les mots par rapport à une phrase qu'il vient de dire juste avant, comme s'il voulait absolument amoindrir. Enfin bon, j'ai constaté ça à plusieurs reprises en fait. Et c'est pareil, c'est une supposition, hein, il y a rien de définitif. Mais c'est quelque chose que je commence un petit peu de plus en plus à analyser sous cet angle-là pour certaines citations. Et c'est intéressant justement par rapport à tout ce qu'on discute là. Ouais, alors est-ce qu'il a fait ça parce que c'était la vraie humilité ou ça participait aussi à brouiller un peu Pour les qu'il y ait des pistes choses qu'on comprenne sur pas, je qui il sais pas, était? parce que ouais, voilà, après, tu sais, Satoshi, les théories qu'on connaît là, Ouais. d'habitude, tous les gars qu'on connaît, la liste de personnes connues, bah, la plupart de ces théories-là ont été invalidées. Hmm. C'est vraiment des théories de surface. Et un truc, en tout cas, qui est clair, moi, que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes que je connais, qui s'y connaissent vraiment dans Satoshi, qui sont tombées dans le terrier de Satoshi Nakamoto, qui ont pris les choses un peu obsessionnelles comme moi, Mhm. euh, toutes ces personnes-là, aucune n'adhère à ces théories-là. Ouais. Elles ont toutes invalidé ces idées, que c'est Alfini, Lensa Saman, Nick Szabo, ainsi de suite. Et tous les nouveaux, hein, chaque année, tu as bien vu, on t'en ressort des nouveaux. Ouais. Et à chaque fois, bah, en fait, c'est invalidé pour les mêmes raisons. Mais il faut une connaissance en profondeur un petit peu et avoir analysé un peu la personnalité de Satoshi Nakamoto, ou avoir tenté, je dirais plutôt, de l'analyser pour voir les choses comme ça. De même que
toutes les personnes qui ont participé à la liste cypherpunk, à la liste la cryptographie méliniste ou qui ont été dans les tout débuts, qui ont communiqué avec Satoshi, toutes ces personnes, pareil, aucune n'adhère à une seule de ces théories. Tu Ouais, vois, c'est et intéressant ça. c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tous ces trucs-là qu'on vous sert, c'est sur les médias, les réseaux sociaux, les médias crypto mainstream. Parce que maintenant, on atteint un petit peu ce niveau-là. Ouais, Il y a une recette, on va dire. Il y a une soupe à servir qui marche bien. Et dans le domaine historique, ça n'échappe pas. totalement, ouais. Donc, généralement, ils aiment pas trop s'écarter des grandes lignes qui fonctionnent depuis toutes ces années. Ce que je comprends d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est un biais. C'est un biais et ça empêche souvent de souligner des théories alternatives comme ça existe ou remettre en question certaines choses comme ça et avoir une meilleure compréhension de la chose. Parce que de toute façon, moi, c'est mon opinion et c'est encore une fois l'opinion de tous ceux que je connais qui ont une connaissance dans le domaine. On ne saura jamais qui était Satoshi Nakamoto. Et même, il ne faut pas qu'on sache qui était Satoshi Nakamoto. Là, c'est souvent un trait commun aussi que je retrouve chez les personnes qui connaissent. Et beaucoup de choses, encore une fois, font penser comme ça, mènent à ces idées-là, je dirais plutôt. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et creuser un petit peu plus, aller regarder un petit peu plus loin vraiment ce qui s'est passé. Ça permet une meilleure compréhension. Parce que le seul but, c'est comprendre ce qui s'est passé. Au mieux, peut-être pourquoi. Si on arrive à effleurer un petit peu le pourquoi, ça peut être très intéressant aussi. Mais c'est pas savoir qui est Satoshi Nakamoto. Ça, on s'en moque. Enfin, moi, j'en suis à un niveau maintenant où c'est ça. Je saurais jamais qui était ce gars-là. C'est acquis pour moi, Hmm, c'est clair. totalement, ouais. Il faut que ça reste comme ça, quoi. Et toutes les théories sur Voilà. qu'on a, en plus récemment, il y en a eu quelques-unes qui sont Peter Todd, il y a eu Adam Back, il y a eu le procès aussi Greg White, il y a quoi, un an et demi. Il y a eu là récemment, si tu suis un peu l'actu sur X, sur les réseaux sociaux, là, l'une des hypothèses actuelles, c'est Dorsey. Jacques Dorsey, donc le fondateur de Twitter, qui voilà, mais c'est voilà, t'as plein de théories comme ça parce que les gens, comme tu dis, ça les intéresse, quoi. Est-ce qu'il y aura toujours ce mystère Satoshi? C'est ce piquant, le piquant de se Ouais, dire ah on a peut-être trouvé, on a peut-être compris, on a et voilà et tout le monde à un moment donné se dit bah ouais moi je pense que c'est un tel ou un tel en fonction des informations qu'il a reçues par les médias. Donc c'est au gré des vents en quelque sorte. Tu serais tombé sur une autre vidéo, on t'aurait expliqué autre chose sur un autre gars et ainsi de suite et ainsi de suite. Et après on te sort, on t'isole quelques petits événements circonstanciels. On va te dire tiens Mylène Sassaman il s'est suicidé juste après, des choses comme ça. Bon et bah, c'est pas des preuves tangibles du tout, c'est ça. Et contextuellement, ça correspond toujours pas. Par exemple, Jack Dorsey dernièrement, bon bah voilà, on souligne, c'est un bon exemple de ce que je te disais. On souligne tout de suite, tiens, il a participé à la liste des cypherpunk. Donc voilà, là tu as la validation. Mais non, je suis pas d'accord. Le gars, quand tu vois ce qu'il a écrit au tout début, ses premières communications, bah il montrait clairement qu'il connaissait pas ce milieu. C'est ça en fait ce qu'en ressort. Et Jack Dorsey, il est très différent de ce qu'a fait Satoshi. Je veux dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, Satoshi, c'était maladroit sa façon de communiquer. C'est ouais, simple. Son premier mail, il arrive comme ça sur Adam Back. Ouais, je suis en train de travailler sur un système. Je voudrais avoir le référencement exact. J'ai fait ça, ça ressemblerait à ça. Voilà. C'est ça. Il dit même pas bonjour. Il arrive comme ça tout de suite et puis point. Et la même chose avec Wei Dai. Après, on voit qu'il a pas de plan de communication. Il termine sur la cryptographie méliniste, ça se passe pas très bien. Il attend encore un mois avant de terminer sur le peer-to-peer foundation. Moi, j'ai du mal à voir un gars qui a quand même le génie du lancement de projet de celui qui a réussi à faire Twitter, lancer un nouveau projet, même avec l'intention de rester anonyme, agir comme ça. ouais, totalement, ouais. Et attendre de rencontrer Marty Malmy au mois de mai, échanger un mail avec lui et puis lui dire, vas-y, tiens, c'est toi qui vas gérer le site maintenant. Ouais, oui, totalement, ouais. Tu vois, d'une personne que tu connais pas du tout, tu as juste vu qu'il s'intéressait à ton projet, mais c'est pas pour ça non plus que tu vas lui confier les clés du camion comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce que Satoshi a fait. Et tout ça, c'est des comportements qui sont surprenants, en tout cas qui seraient très surprenants de la part de quelqu'un qui a déjà lancé un projet ou qui a déjà été chef d'entreprise ou qui a monté quelque chose.
Ce serait une façon de procéder, ne serait-ce que d'avoir l'idée de procéder comme ça ou être là à ce niveau et ne pas savoir vraiment où aller et partir un petit peu au gré des rencontres et des vents. Ce serait très surprenant. Quelqu'un comme Jack Dorsey, même Peter Todd, Nick Szabo, tout ça, c'est des personnes qui ont lancé de multiples projets, qui ont travaillé à des niveaux très élevés dans des entreprises, qui ont un professionnalisme qui est très Ouais, élevé. totalement. Ouais. Ils peuvent pas agir comme ça. Enfin, moi, c'est mon opinion et c'est vraiment une chose qu'invalide pour moi la plupart de ces personnes-là parce que ça leur correspond pas du tout dans la façon de procéder. D'ailleurs, Satoshi ne correspond à rien, à personne en fait, dans sa façon de procéder. Je vois pas un milieu où on procède comme ça, moi personnellement. Et, C'est clair. Ah, tu donnes pas, comme tu dis, les clés d'un camion à un jeune Finlandais en mode tiens, occupe-toi de la com et puis basta. voilà, C'est clair. c'est très surprenant. Donc voilà, ça interroge sur ce gars-là et sa façon de faire. Elle est très inhabituelle. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Bon, bah, au bout du compte, ça a fonctionné, hein. C'est ça qui est encore plus fou. Et voilà, c'est Satoshi Ouais, Nakamoto. c'est ça. Ça a fonctionné parce qu'en fait, il a réussi. Il a coché toutes les cases de tout ce qu'il fallait faire en fait dès le premier coup. Alors après, avec toujours cette question, est-ce qu'il savait véritablement, est-ce qu'il avait vraiment toute la compréhension du truc et tout dès le début. Mais c'est vrai que c'est tellement, en fait, Bitcoin, c'est ça, c'est tellement simple dans la manière dont ça va inciter les gens à participer au réseau, l'offre contrôlée, les halvings, le ménage des blocs. Enfin, c'est tellement d'une simplicité extrême qui Ouais, ouais, correspond ouais. tellement en fait au comportement humain. Et ça c'est génial. Et une chose aussi qui est, je pense que plus les années vont passer, plus on aura justement ce mystère Satoshi qui va grandir, 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 grandir. Il va grandir déjà avec le temps qui passe, hein, avec Bitcoin qui est de plus en plus adopté, qui va prendre de plus en plus de valeur, et mine de rien, on arrivera à un moment donné dans les années qui viennent à cette fameuse date fatidique où on devra accepter que le gars qui a fait Bitcoin, en fait, il est mort. Et là, ça mettra un terme à bah, justement cette quête de savoir qui il était. Et Ah, la grande question, ouais. ouais, C'est clair. ça c'est génial parce qu'en fait, le mystère, il va devenir de plus en plus épais à mesure que les années vont passer. Et C'est on sûr. aura, moi j'en suis persuadé, le mystère Satoshi. Je parle de Mystère Satoshi d'ailleurs, petite parenthèse, nom du très bon documentaire qui a été fait par Arte, allez le voir, voilà. Mystère Satoshi, Ouais, ouais, bon ouais, qui est documentaire. franchement très bien. Et ce mystère Satoshi, ça va devenir peut-être le plus grand mystère du XXIe siècle. Bah, ça l'est Ça déjà, l'est ça l'est déjà, ouais. déjà. Alors, ça l'est déjà, oui, pour ceux qui sont dedans, etc., mais ça l'est pas De, globalement, tu vois. bah, même en dehors, donne-moi une innovation technologique dont on ne sait pas du tout qui l'a fait. On sait que le gars, il a laissé des millions sur la table. Des milliards, ouais. Et Ouais. enfin voilà quoi. Même dans les innovations monétaires, pareil, c'est complètement unique. Enfin moi, je me suis un petit peu penché sur la question et vraiment, moi, j'ai rien vu qui correspond à ça en fait. C'est clair, Historiquement, tu hein. trouves rien qui est C'est similaire clair, c'est clair. à une innovation aussi impactante dont on n'a absolument aucune idée de qui l'a fait. Ça, c'est complètement fou. Et le gars a tout laissé sur la table et il s'est barré du jour au lendemain, quoi. Il a mis les voiles comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi. Bon, maintenant, on peut comprendre un peu mieux parce qu'en fait, on comprend qu'il l'a fait au bon moment Oui, c'est clair. et avec du recul et que bah, c'était la bonne décision. Et encore une fois, c'est un des éléments qui a sauvé Bitcoin en quelque sorte et qui a permis à Bitcoin de continuer à fonctionner. Et d'humaniser Bitcoin en révélant le fondateur, ça aurait forcément des effets Ouais, néfastes. totalement, ouais. Déjà, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut venir même de son apparence physique, ça peut venir de plein de choses où on risque d'avoir une déception, en fait. C'est ça la réalité des C'est même choses. sûr et certain, ouais. Et il y a plus de chances que ce soit le grand mal alpha charismatique qui arrive et ainsi de suite, comme certains y rêveraient, tu vois, de voir Satoshi. Il y a peu de chances que ce soit ça, en Ah, ça c'est fait. sûr, hein. Et tu parlais tout à l'heure du côté il est mort. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens se disent que c'est le cas, dû au fait qu'il a laissé des millions sur la table. Et bah, c'est ça qui est fascinant parce que les personnes se disent qu'ils n'y arriveraient pas s'ils étaient à sa place. Et on voit pas dans quel contexte, dans quel pattern psychologique on pourrait en arriver justement à regarder des milliards comme ça et rien Ouais. faire. Et ça c'est assez fascinant. Mais en même temps, moi j'ajouterais que ça compte que s'il est mort, dans ce cas, c'est sans doute une mort subite. Parce que il y aurait un autre aspect à prendre en compte, c'est que
D'après moi, il a pas connu le lit de mort dans ce cas, parce que ça, c'est une phase de la vie. Bah, là, il te reste quelques jours, quelques heures, quelques mois, je Ah! sais pas, D'accord, oui. pour laisser ton nom ou pas dans l'histoire. D'accord, ouais. Est-ce que tu vas passer à l'anonymat, définitif et on saura jamais qui t'étais et puis bon, bah, tu resteras le pauvre gars, tu vois, qui était là, ça se trouve, je sais pas moi, timide, pas très social, je Mmh. sais pas, hein, Mmh. mais tu resteras ce gars-là? Ou est-ce que tu vas, mettre le nom de ton père et ton grand-père dans l'histoire définitivement et même tes enfants en tireront les gloires, jusqu'au bout? Voilà, c'est des questionnements, je pense que tu as quand tu es sur un lit de mort, et tu serais Satoshi Nakamoto, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, peut-être que Bitcoin serait un peu plus altéré, il y aurait des chances que ça altère son fonctionnement et que ça entrave peut-être sa réussite, même, à plus long terme. Mmh. Bah, voilà, et c'est une phase qui a dû être très difficile s'il l'a passée. Ouais, totalement, ouais, ça, je suis d'accord, ouais. Donc, il y a un post sur ça qui est intéressant de 2016 sur Bitcoin Talk où des OG qui étaient là à l'époque, ont commencé à se poser la question quand Bitcoin commençait à avoir quand Satoshi commençait à avoir des millions. Ils se sont demandé, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé au gars, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le gars et est-ce qu'il est mort? Et la plupart, ouais, étaient d'accord sur ça. Ils ont commencé à éplucher toutes les hypothèses. Et ça allait de l'assassinat, le suicide, l'accident, la maladie. Ça est passé par toutes les hypothèses, que le gars était riche, qu'il était retiré dans les montagnes, qu'il était, enfin voilà. Et c'est très intéressant ce poste-là. Mais ils n'arrivent pas à une conclusion définitive. L'auteur du poste, lui, penche plus pour l'assassinat. Donc c'est un peu à travers le filtre de son système de croyance, hein, sûrement aussi. Mais voilà, il penche plus pour ça. Il y a plein de suppositions, mais c'est un aspect, ouais, que beaucoup de personnes pensent parce que bah, naturellement, ils arrivent pas à voir, qui pourrait rester comme ça devant des milliards sans rien faire, quoi, en fait. Elle est là la vraie grande question. Et voilà, il y a ça, il y a le groupe aussi, la théorie du groupe qui est souvent émise. Et ça revient à peu près du même genre de fascination, mais d'un niveau intellectuel. Ouais. Tu par exemple, GGQ qui est cité dans le white paper qui lui adhère à cette théorie-là. Et je sais pas s'il a lu, tous les écrits de Satoshi. Voilà, j'en ai aucune idée, hein. Mais d'un point de vue technique, voilà, il l'a trouvé tellement brillant que pour lui, ça peut pas être un seul gars qui a fait ça. Mmh. Mais quand tu lis Satoshi, tu ce style d'écriture qui revient. Il y a vraiment un style d'écriture identifiable quand même qui est là, et à la longue, tu le reconnais. Et par exemple, il y avait eu un post fait sur la Bitcoin Dev List à l'époque de la Block Size War, qui était fait avec l'adresse Visto de Satoshi. Et pour l'instant, c'était celle qui avait pas été hackée jusque-là, à cette époque. Et là, on fait un post tout d'un coup comme ça dessus. Quelqu'un se fait passer pour Satoshi ou c'est Satoshi. Et tu vois les thèmes qui sont abordés, oui, ça correspond, on va dire, à Satoshi, mais le style d'écriture n'est Mmh. pas le même. D'accord. C'est fascinant ça. Et ça, bon, je suis pas un spécialiste non plus en linguistique ou en études, tu vois, mais de mon analyse, en tout cas, le style d'écriture, c'est pas le même que Satoshi. De même que pour Craig Wright, j'avais vu ça depuis longtemps, où j'avais lu des posts de Craig Wright sur la liste des cypherpunks, hein. Il a participé à la liste dans les années 90, c'était un cypher. Et il a un post un peu légendaire, on va dire, qui est enfin connu dans la niche, quoi, où il s'embrouillait avec Tim May, plus ou moins. Il a eu des mots qui se sont un peu élevés avec Tim May sur le capitalisme. Où lui défendait le capitalisme, hein, Craig Wright, pour ce coup-là. Et Tim May plus dans son idée plus anarchiste, anarcho-capitaliste, mais bon, beaucoup plus anarchiste, hein, pour le coup. Il défendait une autre idée, mais il suffit que tu lises les posts de Craig Wright dans cette discussion et tu sais automatiquement que c'est pas Satoshi qui est là. Je veux dire, le côté émotionnel qui ressort de ces posts, c'est complètement contraire à Satoshi. C'est comme des personnes qu'on a émis comme Peter Todd, tout ça. Tu vois comment ils s'expriment, Oui, c'est pareil, c'est pas Satoshi, c'est évident. c'est très ouais, totalement, ouais. Satoshi, lui, perdait aucun temps avec des blablas qui étaient inutiles en quoi que ce soit, du troll ou des rigolades, des emojis, des choses comme ça. Voilà. Ouais, si vous avez pas le temps de comprendre Bitcoin, j'ai pas le temps de enfin, Ouais, j'ai pas voilà, le temps de vous c'est expliquer, ouais.
il y avait que des discussions constructives, des choses constructives ou productives. Il y avait que ça qui l'intéressait. Ouais, c'est fascinant tout ça. Donc tu vois, ouais, Ouais. c'est encore des remises en question. Le groupe, pareil, hein, la plupart des gens qui connaissent bien souvent adhèrent à l'idée que c'est une personne qui est là. Et c'est dû notamment à ce style d'écriture récurrent, ce style de mise en forme. Et puis même, c'est cette façon de s'exprimer qui est assez particulière, d'expliquer des choses extrêmement complexes De manière simple, de ouais. manière brillante et souvent vulgarisée avec des analogies super intéressantes. Enfin voilà, Ouais, c'est là que tu te rends compte que c'était quelqu'un d'intelligent, quoi, parce que voilà, ce qui est bien compris c'est s'énonce clairement. Et ça, on peut pas en disconvenir, c'est ouais, clair. on en a parlé quand on a échangé avant le podcast. Ce qui m'impressionne déjà, ouais, t'as toute l'intelligence de Satoshi, tout ce qu'il a compris, tout aussi le côté posé quand il va s'exprimer sans trop en révéler sur lui-même et tout. Enfin, c'est vraiment fascinant. Et une chose aussi qui est vraiment fascinante, c'est le tempo. C'est-à-dire le bon timing au moment où Bitcoin est apparu, quoi. Parce qu'on en avait discuté. S'il était apparu Ouais, plus ouais. tôt dans les années 2000, ça aurait été un fiasco peut-être total. Il aurait apparu beaucoup plus tard. Dans les années 2010, ça aurait pas pris. Peut-être qu'il aurait été attaqué beaucoup plus facilement parce que du coup, on aurait compris un peu le danger. Là, il est apparu, mais vraiment juste après la crise financière de 2008, pile, mais vraiment, en fait, il est né au bon moment, quoi. Ouais, 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 C'est ouais. vraiment impressionnant, quoi. T'as vraiment la bonne idée du bon gars qui est arrivé au bon moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, toi, c'est presque un mythe prométhéen, quoi. C'est le gars qui Non, mais descend de je suis l'Olympe. d'accord avec toi, hein, Il c'est assez descend... fou ça aussi, Ouais, cet aspect, hein. il descend de l'Olympe au bon moment pour donner le feu à l'humanité, puis il disparaît. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là, quoi. Et ça fait vraiment... Et il y a peut-être une dimension un peu mystique d'ailleurs quand je dis ça ou quand certains bitcoiners disent ça. Mais c'est vrai qu'en fait, plus tu descends dans le terrier Bitcoin, plus tu étudies Bitcoin, plus tu comprends un peu le protocole, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire et la préhistoire comme tu peux le faire et comme beaucoup de bitcoiners le font. En fait, il y a un moment donné, tu te dis, mais enfin, t'as beau Ouais, t'intéresser ouais, ouais. des mois, des années, en fait, il y a un moment, Je suis d'accord, il y a cet aspect, comme tu dis, mystique un peu. Et, parce que bah, déjà, quand tu descends dans le terrier, tu as l'aspect mystérieux qu'augmente, quoi. Plus tu te rends compte des aspects de la personnalité de Satoshi, de comment Bitcoin a été fait, le contexte qu'il y avait autour. ouais, Tout ça, c'est de plus en plus troublant. Et avec le recul qu'on a aujourd'hui, voir ce que ça a donné à terme, c'est complètement incroyable. Et totalement, il a vu juste à tous les niveaux et jusque dans le timing, est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Encore une fois, est-ce que c'est le destin qui a été bon avec nous? Mais ça commence à faire beaucoup de fois où il a été bon avec nous pour Bitcoin, hein. ouais, totalement, ouais. Et voilà, ça se trouve, c'est ça. Mais c'est un aspect, ouais, qui est de plus en plus raisonné, on va dire, hein, parce que ouais, il y a des questions qui se posent à un moment donné. La récurrence des coïncidences bénéfiques, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que l'élaboration prend de plus en plus le pas. Mais voilà, est-ce que le monde est prêt, l'écosystème est encore prêt à entendre ces choses-là? La plupart de ceux qui ont évoqué ça avant, tu vois, il y a des personnes comme Dergigi, par exemple, qui a beaucoup vu cet aspect un peu mystique où il définit Bitcoin comme une créature cybernétique vivante, d'après la parole de Ralph Merkel, hein, qui a dit Bitcoin est la première créature cybernétique vivante. Et à partir de là, ouais, c'est des raisonnements, mais t'apparais comme quelqu'un de pas très objectif non plus. Et souvent, bah voilà, il y a ce discours qui revient. On essaie un peu d'humaniser Satoshi pour apparaître objectif et que on pense pas que t'es en train de délirer complètement sur le truc. T'es parti dans un délire religieux et tout et tout. Mais il faut reconnaître qu'il y a des aspects, ouais, qui sont très troublants. Et les théories, je dirais les plus, allez, farfelues ou invraisemblables sont sans doute les plus difficiles à invalider. D'accord, Et intéressant ça. aussi bien les histoires de tel bonhomme, bon, t'as vite fait de l'invalider. Mais si on me dit par exemple, tiens, bah, Satoshi, c'est une IA qui vient du futur, euh, bah voilà, là c'est vrai que il faut creuser. Il y a pas mal de choses qui l'humanisent, hein. Moi, je suis dans l'idée que c'était une personne comme toi et moi, mais qui était à un niveau intellectuel très élevé,
un niveau de connaissance, d'accumulation de connaissances aussi très élevé. Pas tout jeune d'après moi, et ça Ouais. il y a plusieurs aspects qui le montrent. Mais oui, ça reste pour moi un homme, mais qui socialement par contre, je pense qu'il y avait une cassure quelque part. Il y avait une cassure et je vois plutôt quelqu'un de solitaire, de reclus un peu dans son coin, je vois plus quelqu'un comme ça. Je vois pas quelqu'un qui a une vie sociale riche, qui va boire des verres avec ses potes le week-end, je vois difficilement ça, quoi, en fait. En tout cas, pendant Ouais. l'élaboration de Bitcoin et pendant le moment où il était actif sur Bitcoin Talk et autres, quoi. Donc voilà, bon, c'est bon, ça reste mon analyse, mais en tout cas, ouais, je le vois humain, mais c'est vrai que des théories qui peuvent aller un petit peu plus loin, bah, il y a rien qui les invalide non plus à 100%. Il faut le reconnaître aussi, et ça, ouais, ça peut être un peu troublant, sous certains aspects. Tu sais, il y avait un post de Amir Taki, je sais pas si tu connais, qui est un de ceux qui est à Non. l'origine du BIP 39 et c'est un D'accord, ok, early ouais. développeur qui a énormément contribué. Et lui, il a fait un trade une fois très intéressant où il disait que bah, la façon de coder de Satoshi, elle est complètement inhabituelle. Et il Ah dit, quand ouais, j'ai ouais. lu le code la première fois, le code source, je me suis dit, c'est pas un codeur qui est là. Ah, c'est Ça a été génial sa ça. première réaction. Et dans le trade, après, bon, il explique après plusieurs aspects de phrases qui sont anciennes, de mode d'expression. Tu sais, moi, je code pas, donc je peux pas dire, mais des lignes de code qui sont plus utilisées. Enfin, voilà, il donne plusieurs exemples. Et t'as après Adam Back qui arrive, qui dit qu'il est d'accord avec certaines choses, mais que c'est discutable. Il cite d'autres passages où là, par contre, on voit la performance du codeur en quelque sorte. Après, t'as Hmm. Dustin Trammell qui arrive aussi, qui dit, bah, est-ce que tu penses pas que quelqu'un qui aurait toujours voulu rester anonyme, il essaierait pas justement de cacher un petit peu aussi son écriture de code, qui est un langage en fait. Et on peut Ouais. te reconnaître à travers ce langage aussi, notamment à travers tes erreurs en fait. On peut Oui, reconnaître les d'accord, erreurs yes, des ouais. uns des autres et identifier. Enfin, c'est un truc de codeur apparemment. Et voilà, ce trade était très intéressant, mais lui il disait pour lui c'était pas un codeur à la base. Et voilà, D'accord. ça pose encore d'autres trucs. Enfin voilà. D'autres questions, d'où il vient, etc. Comme tu Ça dis, c'est, hein, moi je pense qu'il passera à un moment donné dans, dans, dans une phase un peu mythologique, hein, ah ouais, où à force c'est de sûr, voir, hein. de constater tous ces trucs invraisemblables, toutes ces coïncidences qui se succèdent, C'est et clair. ce que ça a donné à Bitcoin et ce que ça va résoudre dans le futur encore, qu'on a sans doute pas conscience aujourd'hui, ben voilà, les gars finiront, je pense, à un moment donné par dire là, voilà, on a plus qu'à dire merci à Dieu, quoi, désormais. Hein. Bah, Il c'est presque restera ça plus en grand fait. chose d'autre. Hein. Ouais, c'est vraiment le mythe prométhéen, quoi. Donc, ce sera intéressant C'est à comme ça. observer pour les futures générations, s'ils veulent bien écouter Enigma Nakamoto et puis le podcast de Ulrich. Donc, comme ça, Ouais, ils verront qu'il y en avait qui c'est raisonnaient ça déjà à ces époques. ouais, et qui se posait ces questions-là, qui se demandait, ouais, tout ça, quoi. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est génial. Moi, tu vois, si je devais citer deux choses dans Bitcoin qui moi m'impressionnent d'un point de vue, c'est déjà c'est le ledger. Le fait que tout le monde puisse vérifier les transactions de tout le monde, vraiment de manière totalement décentralisée, ça, je trouve ça d'une clairvoyance qui est juste hallucinante, hein. Et ça permet à Bitcoin d'être pourquoi pas dans le futur le layer one d'un système monétaire. Et ça, c'est l'une des qualités qui est essentielle à ça. Et une autre chose aussi, moi, je trouve vraiment mais hallucinante et qui montre bien aussi une bonne compréhension de la question monétaire, c'est la divisibilité des bitcoins en Satoshi. Donc à Bitcoin, on peut le diviser en 100 millions de Satoshi. Et ça, encore une fois, si un jour dans le futur on veut rebâtir un système monétaire sur Bitcoin, cette chose, cette divisibilité importante, elle est essentielle parce que c'est ça qui va permettre ou non d'arriver dans un monde totalement nouveau avec un monde déflationniste où la déflation sera possible parce que l'unité monétaire, elle est elle-même fortement divisible. Et moi, toi, ces deux choses-là, c'est vraiment les choses les plus intelligentes essentielles que je trouve dans Bitcoin, quoi. Et moi, ça m'impressionne qu'il y a un gars qui, alors consciemment ou pas, inconsciemment ou pas, de manière implicite, explicite, qui est pensé à ça, quoi. Moi, ça, voilà. Ouais. Moi, je terminerai un peu cette discussion là-dessus. Il y a tellement de choses à dire, mais ouais, je sais pas si toi, t'as peut-être un truc que tu trouves vraiment hallucinant. J'en ai tellement en fait, Ouais. et je La continue à en question qui avoir à tue. chaque fois. Enfin, mais pour moi, ce que je trouve le plus fascinant,
Bah, c'est Satoshi Nakamoto lui-même, hein, déjà, et le Mmh. fait qu'il ait eu, ces idées, c'est une succession, en fait, d'idées qui sont ingénieuses, et Ouais. c'est complètement fascinant. Je peux pas citer une chose, plus qu'une autre, en fait. Celles que tu Mmh. as citées en font partie, par exemple, aussi, c'est pareil. Mais voilà, la liste est tellement longue. Ouais, c'est Bitcoin clair. Bitcoin lui-même, voilà, c'est ça qui est complètement fascinant, et c'est ça qui amènera des grands changements dans l'avenir, dont d'après moi, on n'a pas encore conscience. Et après voilà, tout est possible, hein. Bitcoin peut échouer demain, il peut se passer quelque chose, de complètement inattendu, de complètement subite, qui fasse, que Bitcoin ne réussit pas et n'arrive pas à terme. Mais même si c'est le cas, tu auras participé à une des aventures monétaires les plus incroyables de l'histoire, quoi Totalement, qu'il ouais. arrive. Tu auras Totalement. possédé la monnaie la plus inédite, la plus unique qui n'ait jamais existé. Mmh. Et si tu as fait tourner un Totalement. nœud et que tu as tout l'historique de la chaîne de Bitcoin, la chaîne du temps de Bitcoin, dans un disque dur, si Bitcoin échoue demain, ça aurait de la valeur d'après moi. Totalement, et si Bitcoin échoue demain, au moins on aura participé à ça, quoi. Voilà, pour Et moi, Bitcoin, il m'a déjà apporté, en tout cas à un niveau personnel, tout ce qu'il devait m'apporter, et je suis déjà gratifiant énormément pour Bitcoin. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est c'est quelque chose de complètement extraordinaire, et si tu participes maintenant, c'est déjà plié, on va dire, quoi. C'est déjà plié, exactement, tu as ouais. fait déjà le truc le plus gros de ta vie, quoi, là, en gros. Mmh, exactement. Je pense que c'est une très bonne note de fin. C'est en effet de dire que Bitcoin nous apporte beaucoup d'un point de vue, résilience et tout, mais même, monétaire, mais aussi surtout d'un point de vue purement personnel. Comme toi, moi, enfin, ça m'a permis de grandir en quelque sorte, de vraiment m'intéresser à des sujets auxquels je me serais pas intéressé, dans une autre mesure, et vraiment, prendre conscience de plein de choses, et ça, mine de rien, sans Bitcoin, ça aurait pas été Ouais, ouais, possible, bah, quoi. dans Donc Bitcoin, on s'élève les uns les autres, et exactement, ouais, c'est c'est ça ça. qui est extraordinaire, et chacun, en fait, dans Bitcoin, à un moment donné, qui décide, bah, qui comprend d'abord que pour vraiment comprendre Bitcoin, il faut se focaliser dessus uniquement, quoi, déjà. Et celui Mmh. qui décide à un moment donné, de se focaliser uniquement sur l'important, donc ça, c'est du minimalisme, on dirait, hein. C'est-à-dire se concentrer sur l'essentiel et éliminer, tout ce qui est plus ou moins inutile, mais on appelle ça le maximalisme, tu vois? Parce qu'on Ouais. s'est réapproprié un terme péjoratif, qui vient de Buterin. Mais celui qui comprend qu'il faut se focaliser sur Bitcoin, bah, automatiquement, il a quelque chose à apporter dans Bitcoin. Il suffit de mettre des talents à contribution, des connaissances à contribution à un moment donné, ou des obsessions, peut-être comme moi un peu plus, à contribution, et de les partager, quoi. Il faut se Ouais, jeter à l'eau, hein. totalement, ouais. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé faire un podcast ou être, là à parler avec des podcasteurs comme toi. Et voilà, ça c'est Bitcoin, encore une fois, qui m'a donné un renouveau dans ma vie, complètement inattendu, quoi. Totalement, ouais. Et ça, tout le monde peut y participer, c'est ouvert, c'est bénévole, hein, par contre. Il faut aimer le bénévolat, C'est génial. mais Mais oui, c'est c'est ouais, grandissant au possible, quoi. exactement, tu vois? Bitcoin t'a apporté beaucoup, il m'a apporté beaucoup, et là, on est là en train de discuter, par rapport à tout ça. Il y aura peut-être des personnes qui vont nous écouter, qui vont peut-être aller vers la même conclusion, la même réflexion, et ça, c'est génial, en fait. C'est comme Bitcoin qui a un réseau qui s'auto-renforce, bah, les bitcoiners, la communauté, c'est pareil. On est une communauté auto-renforçante, et c'est pour ça qu'il faut partager au maximum les paroles des bitcoiners, quoi. C'est ce que tu fais en faisant tout ton travail sur ton podcast. C'est ce que j'essaie également de faire en faisant des petites discussions comme celle-ci, et ça, c'est, je pense, inestimable, en fait. Et on a besoin de Ouais, ça ouais, 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 dans la complètement, et communauté, dans quoi. la communauté, on a besoin aussi de se focus, exactement comme, ceux qui se focus sur Bitcoin, qui ont compris qu'il fallait s'y focus. Sur la communauté, on a besoin aussi de se focaliser sur, nos centres d'intérêt communs, nos intérêts croisés, et Exact, ouais. bah, voilà, éliminer un petit peu la chicanerie où on a nos dissensions, quoi, à côté. Ah mince, j'ai prononcé le mot, je voulais pas le prononcer pendant le Ah, mais il y podcast, a mais pas de bon. souci, hein, moi, je l'utilise souvent, et il y a Bitcoin et il y a les shitcoins, et il y a pas de souci à utiliser ce mot-là, parce qu'au fond, c'est un mot qui est dur, etc., et c'est toxique, mais au fond, il y a la bienveillance, et on veut pas que les gens se fassent avoir, quoi. Voilà, tout Ouais, simplement. voilà, Donc, c'est un terme protecteur, en fait, quoi, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas exactement, ouais. vraiment, quoi. Totalement, ouais.
Eh ben écoute Urban, génial comme discussion. Je m'y attendais donc je suis absolument pas surpris. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux juste dire aux personnes qui écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, sur toutes les plateformes de podcast, hein. Enigma Ouais, donc Nakamoto. Sur Enigma Nakamoto, Fontaine ouais. aussi, j'ai tous mes épisodes, je pense, ou la majeure partie sur bitcoin.fr également, pour ceux qui veulent pas utiliser certaines plateformes de podcast. Et d'ailleurs, je les remercie au passage d'avoir hébergé mes podcasts. Et voilà, ouais, c'est là qu'on peut me retrouver. Sur Fountain, c'est intéressant, c'est parce il y a des sats, on peut gagner des sats aussi, je crois, en écoutant. Enfin, Ouais, totalement, ouais, c'est ça. Donc, pour les gens qui écoutent fontaine.fm, en fait, c'est une plateforme de podcast ou on peut aussi avoir Noster là-dessus. Et en fait, quand vous écoutez des podcasteurs, vos podcasts favoris, en fait, les créateurs de contenu sont récompensés avec quelques petits sats qui leur sont versés. Et c'est une manière, en fait, de soutenir les créateurs de contenu autour de Bitcoin sans, sans soi-même avoir à payer, quoi, en quelque sorte. c'est ça même. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et puis franchement, Urban, un très très grand merci à toi d'avoir accepté cette discussion avec moi parce que c'est passionnant. Là, on a parlé pendant une heure, presque 1h50 de Satoshi, de tout ça. Et je sais que pour avoir discuté avec toi avant, je sais qu'il y a encore plein plein de sujets sur Ah lesquels bah, on ça pourrait pourrait durer discuter toute parce la que journée, hein, ça. exactement, ouais. Donc je pense on se refera, je pense, peut-être plusieurs épisodes. Enfin, moi, j'aimerais bien en tout cas Bah, ce sera avec parce plaisir, que, hein. ouais, parce que franchement, c'est passionnant, quoi. Mais là, il va falloir qu'on arrête celui-ci Mm. pour que ce Bah, soit merci à toi digeste pour aussi, les. hein, Ulrich, hein, pour cette discussion riche aussi, hein. Ouais, de rien, parce que je sais qu'on peut, comme tu dis, on pourrait pas nous arrêter, quoi. On pourrait parler pendant toute la journée, ça nous poserait pas de soucis. Encore une fois, merci à toi. N'hésitez pas à aller vous abonner à Urban Tech, hein. Donc, sur les plateformes de podcast, le podcast en question, l'émission, hein, c'est Enigma Nakamoto, pour justement découvrir tout son travail hallucinant sur Satoshi, sur les premiers temps, l'histoire et la préhistoire de Bitcoin, et aussi tout ce que tu es en train de faire récemment sur la question du transhumanisme, sur le maximalisme, etc. C'est génial en fait ce que tu fais, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis moi du coup il va me rester à te remercier une dernière fois, et puis à te dire à une prochaine, Bah écoute, à la Urban. prochaine, hein, et ça a été un plaisir.